Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même podcast. Oui, bon, on arrête la musique car oui, vous l'avez compris, ça fait 10 ans, et oui, 10 ans que je suis revenu de mon premier voyage au Japon et que j'ai découvert finalement le pays. Et je voulais refaire justement un petit bilan parce que 10 ans, c'est pas rien. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et clairement, il y a 10 ans, j'aurais pas mis énormément d'argent sur le fait que un jour j'irai m'immigrer et j'irai vivre au Japon. Mais avant toute chose, vous êtes beaucoup à m'avoir poké pour me dire «Hey, il n'y a plus de podcast, qui se passe quoi?» Oui, vous parlez comme ça, c'est un peu bizarre, mais... Et puis je pense que certains ont aussi vu que je postais plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, comme j'avais pris le rythme de faire une vidéo par semaine. Ça fait presque un mois maintenant, car oui, j'ai fait un petit break de réflexion. Car oui, faire des vidéos et des podcasts, vous le savez, c'est énergivore. Et je trouve que les résultats, ils sont pas vraiment là au final. La chaîne YouTube, elle commence à apprendre, mais le fait de mettre mes podcasts, donc ces podcasts audio sur YouTube, ont fait que ma chaîne s'est fait un peu shadowban en quelque sorte. En gros, il y a un moment donné, là, je commençais à poster des vidéos et quand je les mettais en ligne, je faisais à peu près 2000 vues. Ce qui n'est pas énorme pour un YouTube, mais bon, ça commençait à petit prendre un peu. C'est-à-dire que 2000 vues la première semaine, genre ça a explosé. Et effectivement, il y a une vidéo comme ça qui n'était pas... Genre le topic était le même que les autres, etc. Mais ça a commencé à prendre, donc très bien. Puis bon, le nombre d'abonnés montait petit à petit, c'était cool, c'était encourageant. On sait, YouTube, ça prend du temps. Mais là, voilà, j'avais eu une petite vidéo qui avait popé plus que d'habitude. Donc, ça faisait plaisir. Et au même moment, la même semaine, j'ai commencé à mettre donc mes podcasts sur YouTube. Parce que YouTube me demandait à chaque fois mets tes podcasts. Alors, je l'avais déjà fait pour mon ancienne chaîne YouTube et j'avais vu que ça n'avait pas été positif. Parce qu'en fait, c'était juste mes podcasts. Il y avait en gros mon hébergeur de podcast qui faisait une genre de vidéo, mais qui n'était pas vraiment une vidéo, mais genre juste pour pousser un format vidéo sur YouTube. Donc lui, YouTube, il voyait ça comme une vidéo, puis forcément, les gens, ils arrivaient dessus, puis ils disaient ah mais c'est pas une vidéo, c'est nul. Ah, c'est normal, voilà, je le savais en faisant ça. Mais là, vu que c'est YouTube qui proposait le truc, il propose qu'on l'intègre en tant que podcast, et lui, il génère une vidéo derrière, je m'étais dit, il va faire la différence. Il sait que c'est un audio qui transforme en vidéo, mais que forcément, le public va pas être le même. C'est-à-dire que quand on a un public qui vient regarder... qui vient sur YouTube, souvent c'est pour voir des images, c'est pas juste pour écouter du son. Donc quand vous dites tiens, balade à Onomichi, tu dis tiens, je vais voir des images d'Onomichi, puis là tu vois juste une pochette avec un mec qui fait salut, puis qui fait des chansons. Forcément t'es un peu déçu. Donc c'est sûr que c'est pas le public. Alors il y a des gens qui vont trouver ça cool, mais les 3 quarts des gens qui vont tomber dessus, ils vont y aller, ils vont dire c'est de la merde, et donc ils se déconnectent au bout de 3 secondes. Donc pour YouTube, c'est genre c'est de la merde. Voilà, une vidéo, si les gens ils cliquent pas, ils partagent pas ou qu'ils s'en vont vite, ou qu'ils ferment YouTube, il dit c'est de la merde, et du coup il vous met dans un placard, et puis qui vous ressortira plus jamais. Bon, mais là, je m'étais dit, vu que YouTube, c'est lui qui propose ça, il sait que c'est des podcasts, il sait que c'est un format différent, donc il va pas te pénaliser pour ça. Eh bien non, j'ai été pénalisé juste après, parce qu'à partir du moment où j'ai fait ça, mes vidéos ont fait un flop total. C'est-à-dire que les vidéos qui étaient sur le même topic, le même type, etc., là où la dernière avait fait 2000 vues, puis celle d'avant faisait, 1000 vues en une semaine, un truc comme ça, peut-être pas 1000, mais ça faisait 500, 600 en une semaine, enfin voilà, c'était un début, quoi, voilà. Et là, les vidéos que j'ai mis juste après, 100 vues max en une semaine, mais vraiment max, puis après c'est poussé à personne, c'est pas genre 100 puis ça continue de monter, c'est-à-dire qu'il vous shadowban, voilà, c'est vraiment du shadowban, et en fait il pousse la vidéo à personne, j'ai genre quasiment 900 followers sur la chaîne YouTube, pour 100 vues, alors je veux bien que tout le monde regarde pas mes vidéos et pas en attendre de dire ah enfin sa vidéo, mais quand t'as 900 personnes qui te suivent, tu t'attends à avoir un petit peu plus que 100 vues, voilà, sachant que la dernière avait fait 2000, puis que celle d'avant faisait 500-600, alors tu te dis au départ c'est un incident industriel, ça l'avait pas passé, donc j'en refais une deuxième pareil, troisième encore moins. T'es là, tu fais ouais, ok, donc là il y a vraiment un shadowban. Donc j'avoue, ça m'a un peu cassé le moral. Je me suis dit, bon, ça sert à quoi de se faire chier? Parce que ça me fait chier quand même de faire des vidéos. Ça me fait chier. Il y a une partie que j'aime bien faire, mais c'est quand même du boulot. Et tu te dis, si c'est pour qu'il y ait 3 personnes qui le voient, est-ce que ça vaut vraiment toutes les heures de temps passé que je pourrais faire des trucs juste pour moi finalement? Parce que même si je sais que ça le truc, c'est que il y a des très bons commentaires sur YouTube, il y avait des très bons retours, mais là du coup, voilà, c'est pas très vendeur, quoi. Comme je vous dis, il y a 100 personnes qui regardent une vidéo, ça vous motive moyen, quoi. Alors bien sûr, YouTube, normalement, il faut laisser du temps, c'est pas TikTok, il faut faire ça faut être vraiment régulier, faire ça pendant 1, 2, 3 ans avant que ça prenne un peu, ça dépend de votre chaîne, mais bon, ça prend du temps pour faire monter une chaîne YouTube. Et à vrai dire, il y a une époque, comme quand j'ai lancé le podcast, j'en avais vraiment rien à faire des stats. Je faisais mon truc tranquillement, le podcast, j'ai jamais vraiment... bien sûr, je regardais un petit peu, mais au début. Mais après, c'est vrai que quand je suis passé un plafond,
j'avais pas d'attente sur le podcast. Donc en gros, que vous soyez deux à écouter ou que vous soyez 10 000, pour moi c'était pareil. J'étais pas là pour faire de l'argent avec le podcast, c'était pas un business, c'était pas un truc pour peut-être avoir une visibilité. Oh, il y avait vraiment aucune attente. C'était juste, je raconte ma vie, je partage sur le Japon. Et puis voilà, s'il y a des gens que ça peut aider et que ça a été le cas, bah tant mieux, c'était cool. C'était pas trop énergivore, ça prend un peu de temps, puis ça me faisait plaisir et j'avais plus de temps aussi à l'époque, hein. J'avais moins de pression, moins de stress, moins de besoin d'avancer dans la vie. Ouais, c'était plus, je pouvais me laisser un peu plus glisser, on va dire. Même si tout n'était pas parfait à l'époque non plus, hein, il y avait des difficultés, mais c'était moins compliqué, on va dire. Donc du coup, faire le podcast, perdre du temps dessus, ça me posait pas de problème. Mais là, j'avoue, effectivement, la chaîne YouTube, je l'ai un peu fait pas dans cette optique-là. Voilà. Je manque de temps dans ma vie, tous les jours, voilà. Bah, du coup, j'avoue que faire un truc qui consomme de l'énergie et du temps pour que ça soit vu par quasi personne, bah, je me suis dit qu'il fallait arrêter les conneries et se concentrer un peu sur les trucs plus importants pour la suite de ma vie. Donc j'ai fait un petit break pour faire le point. Et puis vous l'avez vu, plus de podcast, plus rien. Je suis arrivé à me dire que j'allais mettre en pause les vidéos YouTube. Je sais pas si j'arrête définitivement, peut-être qu'un jour j'y retournerai, ou peut-être que j'en ferai une tous la Saint-Glinglin, justement en mode quand j'ai envie, ça me fait plaisir, il n'y a aucune attente derrière. Et voilà, les algorithmes, j'y pisse au cul. S'il y a 3 personnes qui le regardent, bah, je pisse au cul aux autres, pas aux 3 personnes, parce que merci pour les 3 personnes qui regardent. Je vais pas leur pisser dessus non plus, vu qu'ils sont plus que 3. Mais non, c'est vulgaire, hein, attention. Mais vous avez compris, en gros, c'est faire le truc pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard, et sans avoir d'attente derrière, aucune. Voilà, juste parce que tu as envie de le faire. Puis à la limite, tu le partagerais pas, ça serait pareil, mais là tu dis, bon, il est là, je le mets, je le partage, et puis voilà. Sauf que, comme je vous le dis, je manque de temps. Il y a quoi, il y a 10 ans, ouais, tous les week-ends, j'aurais fait des trucs comme ça, pour m'amuser, pour le plaisir. Ça marche pas, je m'en fous. C'était par passion, et puis basta. Là maintenant, bah, passer 4-5 heures sur un projet, bah, c'est 4-5 heures que je fais pas d'autres trucs à côté, quoi. Et que je fais pas. J'avance pour la suite sur toujours mon projet Japon, où il faut que je stabilise ma vie ici, qui n'est toujours pas stable, hein, même si certains disent, ah bah t'es marié, t'es machin. Oui, ok, mais c'est pas. Il y a encore plein d'épées de Damoclès au-dessus de la tête, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc voilà, il faut stabiliser ça petit à petit, il faut être sérieux, faire des trucs peut-être qui m'intéressent moins, qui sont moins. Ouais, que j'ai moins envie de faire, mais qui sont plus intelligents à faire si je veux stabiliser ma vie au Japon, le genre de truc où voilà, bah, parfois t'as pas envie de faire un truc, mais tu sais que t'as pas le choix, il faut le faire, et donc bah faut y aller, puis tu mets le reste de côté, puis t'avances dans cette voie, même si elle te passionne pas, même si c'est pas fou, c'est pour ton projet, donc t'y vas. Donc effectivement, j'ai fait mon petit break. Et donc, bah, les vidéos YouTube, effectivement, ça va être vraiment de côté. C'est-à-dire que j'en ferai ou pas, je sais pas. Et que niveau podcast, bah, c'est pareil, je vais ralentir. Alors, ça, c'est moins énergivore les podcasts. Donc, le but étant bah, voilà, de continuer à faire quand j'en ai envie. Voilà. Parce que j'aime bien faire ça. Comme je vous le dis, j'ai toujours fait les podcasts comme ça, sans but quelconque. Autant les chaînes YouTube, effectivement, j'avais un but. Je voulais essayer de faire en sorte que ça prenne. Que voilà, il y ait des vues, que bah, peut-être, pourquoi pas, gagner un peu d'argent avec. Pas en faire un boulot, bien sûr, mais au moins voilà, qu'il y ait un complément d'argent, ça peut être sympa ou pour des projets futurs, me donner un peu de visibilité pour dans 2-3 ans, si je lançais des projets, etc. Bref, il y avait quelques idées derrière, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'était pas juste pour faire le plaisir de faire des vidéos. Mais voilà, du coup, là, le côté Shadowban, le côté machin, ça m'a un peu fatigué, j'ai pas envie de me battre contre les algorithmes, je trouve que c'est de plus en plus chiant, et puis je dois dire voilà, que je suis moins dans le monde d'Internet qu'avant, on en reparlera un petit peu après. Donc concernant le podcast, je vais sûrement arrêter d'avoir un rythme régulier, et plutôt en sortir bah, là, quand j'ai le temps. Donc je peux pas vous dire aujourd'hui si ça sera toutes les 2 semaines, peut-être, voilà. Si ça sera un par mois, si ça sera un tous les 2 mois. Pour le moment, j'en sais rien. Mais clairement, je tape pas définitivement de podcast, je vais continuer. Je pense que le Patreon, je vais mettre des photos un peu plus souvent aussi parce que j'en poste moins sur Instagram et je continue de faire des photos. Donc peut-être que je vais les partager un peu plus avec les membres qui sont là. Alors les membres payants, vous allez dire ah oui, c'est parce que tu fais de l'argent. Bah oui, je suis pas contre, ça permet de payer les frais, hein. Juste pour vous dire, hein, les frais pour mon podcast et mes vidéos, parce que les gens se rendent pas toujours compte. Mais vu que j'essaie de faire des trucs un peu propres, pour ceux qui ont regardé la vidéo, même le podcast, hein, le son est bien, vous avez des génériques sympas, etc. Même si j'avoue sur le podcast, le générique c'est pas non plus de ouf, mais sur les vidéos, bah, souvent la musique ça a aidé. Bah, je paye un abonnement qui me coûtait 400 dollars par mois, par an. Donc c'est à peu près 45 dollars par mois qu'il faut payer. Donc bah, 45 dollars dans un budget, vous savez en ce moment c'est quand même pas la fête pour tout le monde, hein. Les prix augmentent de partout et les salaires n'augmentent pas spécifiquement. Donc bah du coup c'est 45 dollars d'économiser, hein, si je fais plus de vidéos, donc c'est ça de gagner. Puis bah, l'argent de Patreon permet de financer effectivement les petits frais à droite à gauche pour les génériques, quand j'ai dû changer de micro, choses comme ça. Donc voilà, je gagne pas de thunes avec, je me paye pas des vacances, mais effectivement, remercier les gens qui continuent de soutenir. Bah, puis s'il n'y a plus personne qui soutient, et plus personne qui soutient, j'arrêterai pas le podcast pour autant. Mais je me dis voilà, je vais continuer peut-être de poster des trucs un peu plus. Et même pourquoi pas faire un truc plus groupe privé. J'y ai pensé hein,
pas vous cacher, on cache rien dans ce podcast. J'ai pensé à un moment donné de me dire, bah ce podcast, je vais peut-être arrêter de le mettre en public. J'ai fait 6 ans, il y a plus de 250 épisodes, je vous ai filé à boire, à manger, il y a pas mal d'infos pour ceux qui viennent à l'école, même un peu de tourisme, il y a des infos pour ceux qui veulent un peu découvrir la vie sur place. Donc je pense que, pas dire qu'on a fait le tour, il y a toujours des trucs à découvrir, puis toujours des trucs qui se mettent à jour. Mais je pense que vous avez déjà de quoi manger, on va dire, avec tout ça. Et je me dis, bah peut-être que maintenant, je pourrais aussi faire un podcast justement moins régulier, mais faire ça, donner juste dans un groupe privé. Alors non pas juste pour dire je vais gagner de l'argent non plus, hein, mais c'est juste parce que, encore une fois, Internet, voilà, c'est ma vie Internet, hein, j'y suis depuis super longtemps, j'y ai bossé, mais je commence à un peu en avoir marre de ce bar PMU géant. On va en parler là juste après. Mais voilà, le podcast, définitivement, hein, bon, ça fait 6 ans que je le fais. J'ai pris du plaisir à le faire, à partager. Mais voilà, m'en voulez pas si le rythme est plus faible pendant quelques temps. Peut-être qu'à un moment donné, ça reviendra et que j'en ferai toutes les semaines parce que bah, j'aurai trouvé du temps, j'aurai réussi à. Mais en gros, voilà, je veux pas que ces projets-là soient une contrainte. Voilà, je veux plus que ça soit une contrainte, que je me dise, ah, cette semaine, il faut absolument que j'enregistre un podcast, que dans 2 semaines, il faut que je le sorte la semaine prochaine. Ouais, tiens, il faut faire une vidéo toutes les semaines, allez, il faut faire un truc. Moi, je veux plus que ça soit un podcast ou par exemple aller me balader, me dire tiens, je vais me balader, il faut que j'aille me balader là parce que je pourrais aller faire une vidéo où je pourrais en parler, etc. Ça fera un bon sujet. Moi, je veux vraiment retrouver une liberté pour ça, pour le temps libre en tout cas. Là, par exemple, j'ai fait une balade ce week-end sans aucune. Voilà, j'ai pas pris de caméra. Enfin, j'ai pris mon appareil photo, mais en mode vraiment pour faire des photos. J'ai fait des photos quand j'ai eu envie. Je me suis pas dit, il y avait des trucs à filmer qui auraient été vachement sympas de filmer. Et j'ai dit non, je préfère faire des photos. J'ai pas envie de filmer, là, je vais faire des photos. Alors qu'à l'époque de YouTube, là, bah, je me serais dit, ah putain, si je filme, ça me fera quelques petits trucs pour une vidéo future. Et donc voilà, je serais filmé, je serais revenu pour aller filmer certains endroits et tout. Là, je me suis vraiment baladé en mode j'ai pas de but et j'ai repris plaisir, un plaisir de l'exploration finalement. Donc voilà, je veux plus me mettre de contraintes pour ça. Surtout, comme je vous dis, mais ça ce sera un épisode suivant, je pense, on en parlera après. Je me verrai rajouter une très grosse contrainte dans ma vie là, donc j'ai pas envie de. Bah, déjà, je pourrais pas assumer plein de trucs à faire. Et rajouter cette contrainte dans la vie, si je me mets trop de contraintes, ça va pas marcher. Donc voilà. Donc comme vous l'avez compris, cet épisode ça va être sur les 10 ans hein, du Japon. Donc je vais faire un petit bilan, peut-être qu'il va être en 2 parties parce qu'il risque d'être un peu long. Ah, parce que 10 ans résumé en 1 heure, c'est un peu compliqué. Donc on va le faire sûrement en 2 parties. Donc ça va être vous rappeler un petit peu le parcours, ça va peut-être inspirer certains, puis voilà, revoir que la vie est pas si facile que ça pour aller au Japon, mais que si on s'accroche, on peut y arriver. C'est un peu le truc. Puis vous redire un peu mon sentiment aussi. Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais pas fait? Est-ce qu'il y aurait des trucs que j'aurais changé si je pouvais revenir en arrière? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis pas content? Voilà, faire un bilan de 10 ans, parce que 10 ans c'est pas rien quand même, hein. Découverte du Japon, puis bah, finalement maintenant j'y vis. Et donc bah voilà, il y aura ce petit épisode qui va sûrement être en 1 ou 2 épisodes. Bah, même pas en un, ça c'est sûr, en 2 épisodes. Il y a un autre épisode qui va arriver après, qui était normalement cet épisode qui était prévu, mais c'est pour ça que j'ai un peu pris plus de temps. Il est écrit déjà, mais c'est sur mon projet. Donc je voulais vous parler de pourquoi j'avais arrêté là en ce moment, que j'avais fait une pause, et vous parler de bah, pourquoi j'ai arrêté, puis pourquoi je calmais tout ça. Mais pour vous faire le titre de l'épisode, juste je vais me remettre à l'apprentissage du japonais, j'en ai déjà parlé plus ou moins. Mais voilà, je vais me remettre à l'apprentissage du japonais, je vais essayer, parce que je vais apprendre tout seul, mais je veux juste voilà, me dégager du temps tous les jours pour faire du japonais. Ça va pas être un miracle, je suis pas très bon en langue, je sais que ça va prendre du temps, que ça va être compliqué, mais mon but, c'est si je suis capable d'apprendre le japonais, c'est d'enlever bah, une grosse épée de Damoclès, qui est l'épée de Damoclès du travail, et puis de l'argent finalement, parce que là actuellement je travaille en remote pour le Canada, si un jour ça s'arrête, vu que je parle pas japonais, trouver un boulot en remote, c'est pas simple, je pense que c'est même quasiment pas impossible, mais très difficile, surtout quand on part from scratch, quand on est déjà dans une entreprise, et puis voilà, on peut dealer parce que ça fait longtemps que vous êtes là-bas, puis qu'ils ont confiance en vous, etc. Mais si là, si je réponds à une annonce en disant ah oui, moi j'habite au Japon, je pourrais pas venir aux réunions du mercredi, bon, voilà, vous savez qu'en ce moment, le remote, on y revient, c'était le monde d'après, mais bon, le monde d'après, il a été effacé depuis longtemps, maintenant on est dans le monde d'avant, hein. Et faut revenir au travail, à Amazon, il dit il faut revenir au boulot, il faut revenir au bureau, Spotify, oh là là, les tirs au flanc, voilà. Il y a plein de gens qui pensent que le remote ça marche pas. Bon, moi ça fait quand même 7 ans que je suis pas allé dans un bureau, puis je pense que mes employeurs sont plutôt contents, donc a priori ça marche quand même pour certaines personnes. Mais bref, je sais que je peux pas trop miser là-dessus. Donc bah, si un jour mon boulot s'arrête, malheureusement, si je veux retrouver un travail et rester au Japon, hein, parce que je peux pas rester au Japon sans parler japonais, c'est pas possible pour le monde du travail en tout cas, bah, il faut que je parle japonais. Voilà. Si je veux enlever l'épée de Damoclès et me dire, ok, un jour mon boulot il s'arrête, bah c'est pas grave. Je pourrais postuler, ça sera pas mon rêve de travailler une entreprise japonaise, mais j'aurai des possibilités de retrouver un travail. Voilà. Et donc d'avoir un salaire, peut-être même d'avoir un meilleur salaire, hein, parce que bah, les salaires sont pas si mauvais que ça ici pour les boulots de bureau, donc peut-être une vie encore plus agréable, j'en sais rien. Mais voilà, au moins ça me permettrait de sécuriser, et puis bon, de toute façon, vivre au Japon, il faut parler japonais à un moment donné, hein. Je peux pas non plus traîner ça, mettre ça dans un carton en me disant oui, mais non, trouver des excuses, même si c'est pas des excuses faciles, c'est pas genre ouais, bon, je sais que c'est difficile d'apprendre le japonais, pour moi ça l'est, pour plein de gens c'est compliqué d'apprendre une langue, pour d'autres c'est plus simple, pour moi ça l'est pas.
Et donc, du coup, ça va être beaucoup de temps, beaucoup de travail, et je sais que ça va être du temps. C'est pas en 6 mois que je vais apprendre le japonais, c'est pas en 1 an que j'arriverai à être à peu près bilingue. C'est un projet sur 2, 3 ans, et encore, dans 3 ans, j'aurai pas un JLPT2, je pense, hein, faut pas rêver non plus. Hein. Surtout que j'ai un travail à côté, donc je peux pas faire ça à plein temps, me mettre 8 heures par jour ou 5 heures par jour à faire du japonais. J'ai un travail, des trucs administratifs, ma copine, faut que je passe du temps avec elle, il faut que je passe un peu de temps pour moi aussi, pour souffler. Bref, vous comprenez que les podcasts plus les vidéos, enchaîner tout ça, c'est un peu compliqué. Donc on en parlera. On parlera de l'apprentissage japonais, d'un peu mes nouvelles méthodes. On verra si ça marche. Puis je ferai un peu de suivi aussi de temps en temps là-dessus pour vous dire si ça fonctionne et vous donner des conseils. Ou pas. Je vais pas faire prof de japonais, hein, clairement pas, parce que ça serait vraiment foutre de votre gueule si je devenais votre prof de japonais. Mais vous pourrez suivre un peu mes progrès. Puis je donnerai des petits tips, vous dire tiens, ça n'a pas marché pour moi, etc. Vous connaissez le podcast en mode 36-15 ma vie, quoi. Donc voilà, il y a cet épisode-là, et il y a un autre épisode qui va venir de une petite balade que j'ai fait ce week-end, justement, je vous en parlais, dans la banlieue de Kobe, que j'ai adoré. Je vous dis souvent que dans le Kansai, je trouve pas d'endroit sympa où je retrouve cette vibes un peu de Tokyo, que je trouve pas trop forcément dans le Kansai, pour différentes raisons. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'endroit sympa pour vivre dans le Kansai, hein, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui adorent vivre à Osaka, Kyoto c'est une très belle ville. Moi, on fera aussi un épisode là-dessus sur un peu le ras-le-bol du tourisme. J'avoue que moi, ça y est, je suis passé un peu dans le côté obscur de l'influenceur qui dit trop de touristes à Tokyo, à Kyoto, voilà, c'est l'enfer, Kyoto, un enfer. Alors, je suis pas à ce niveau-là, faut toujours mettre de la nuance, mais c'est vrai que j'ai un peu changé ma cutie parce que je trouve que cette année, c'est vraiment pire que l'année dernière et que l'année dernière, c'était déjà pire que l'année d'avant et que depuis le Covid, en fait, chaque année, ça empire et ça empiète sur les territoires qui étaient, on va dire, tranquilles, les zones calmes. L'armée du Mordor déborde et puis veut conquérir de nouveaux territoires. Et du coup, c'est vrai que Kyoto, on peut encore vivre à Kyoto tranquille, pas croiser de touristes, il y a plein d'endroits qui sont encore cool et autres. Mais moi, en habitant dans le centre, j'ai plus l'impression d'habiter au Japon. Mais on fera un épisode là-dessus, hein, parce que vraiment, quand je vais dans d'autres villes, je vois vraiment la différence de la vie dans l'autre ville, de la façon dont les gens me regardent dans d'autres villes, et la vie que j'ai à Kyoto, la façon dont les gens me regardent à Kyoto, c'est vraiment le jour et la nuit, il y a un vrai changement. N'oubliez pas que moi j'habite dans le centre de Kyoto aussi, hein, donc je suis vraiment exposé au tourisme. J'habite pas dans le nord perdu où personne ne va, hein, ou dans le sud, dans un endroit où il n'y a rien à faire pour les touristes. Mais j'ai vu des coins où il y avait où avant il n'y avait pas de touristes, vraiment, il n'y avait vraiment pas de touristes, c'était que des locaux, se faire envahir cette année par des touristes. Pendant les Sakura, j'ai été vraiment déprimé à un moment donné parce qu'il y a 2 coins que je connaissais où il n'y avait personne avant, et là c'était blindé de touristes. Et j'étais là, non, mais non, parce que si ça commence à empiéter sur tous les petits coins comme ça, il en reste encore plein, hein. Mais bon, ça commence à devenir un peu désagréable, et surtout dans le centre-ville, c'est Touristland, hein. J'ai l'impression d'habiter à Disneyland. Pour les touristes, je pense que c'est pas très gênant parce que vous vivez pas là, donc vous vivez en tant que touriste, il y a du monde, c'est chiant, mais ça va, ça reste agréable. Mais quand on vit sur place, du coup, il y a beaucoup de désagréments. Pas parce que les touristes sont désagréables et tout, hein, c'est pas le but, mais parce qu'il y a des désagréments de quand vous avez une foule, quand vous êtes chez vous et puis imaginez, hein, vous avez votre petit parc tranquille, vous avez vos voisins, vous avez les enfants qui jouent, c'est sympa. Bon si vous rajoutez 600 personnes dans le parc est moins sympa. Voilà, l'ambiance est moins sympa. Voilà, les gens sont pas des plus désagréables, j'ai pas dit qu'on a rajouté des gens qui étaient pas respectueux et tout, non, mais c'est juste que il y a une foule, du coup c'est moins sympa. Donc mais on en reparlera. Il y aura sûrement un épisode aussi là-dessus. Donc vous voyez, il y a quand même des épisodes de prévus, il y a des choses, il y en a qui sont même écrits déjà. Donc il faut juste que je trouve le temps de faire tout ça. Il y avait le break, puis j'avais pas mal de trucs administratifs. On va faire du 36-15 administration aussi. Je vais vous parler là, parce que là, ça y est, je suis officiellement freelance. Je ne suis plus salarié au Japon. Je suis officiellement, enfin, j'étais déjà freelance, mais là, en tout cas, je suis officiellement plus salarié. Voilà. Et j'ai eu des mauvaises surprises, des trucs que je ne m'attendais pas, des pertes un peu d'argent, donc ça m'a pas fait plaisir. Et puis là, j'ai dû renouveler mon bail, ça va me coûter de l'argent. Bref, c'est pas une période funky funk, comme on dit, mais bon, il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme toujours. Mais pour l'instant, je touche du bois, j'ai encore mon travail, tout va bien, il n'y a pas de gros problèmes dans ma life non plus. Mais c'est vrai que c'est pas une période, là, depuis le début de l'année, c'est pas une période joyeuse, on va dire une période genre c'est fou, c'est super. Et ça, il faut le garder en tête aussi, hein, quand vous venez au Japon. Attention, c'est personnel, ça veut pas dire que vous aurez ça aussi. Mais il faut prévoir que votre petite vie tranquille, si vous en aviez une quelque part, quand vous allez immigrer, à moins que vous êtes en mode justement expatrié, puis que tout va bien, que vous avez un super salaire, que genre c'est génial, que vous avez un employeur qui vous kiffe, qui vous fait un visa 12 ans, bon ça n'existe pas, mais bon, vous avez compris quoi, que tout va bien, machin, vous avez rencontré la femme de votre vie, et puis elle est super, elle est gentille, puis tout va bien, vous votre l'homme de votre vie, c'est super. Ça arrive, hein, il y a des gens pour qui tout se passe super bien. Mais souvent dans ces projets-là, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, il y a des moments où on est content, on a réussi à faire un truc, il y a des moments où il faut se battre énormément pour avoir ce qu'on veut. Il faut en souffrir un peu, en quelque sorte, entre guillemets, hein. Il y a des gens qui vont souffrir beaucoup plus que moi aussi, hein, qui sont vraiment galériens au Japon. Moi, je suis pas galérien non plus, mais c'est vrai qu'il y a des moments de haut, de bas. Là, il y a un des auditeurs de ce podcast qui a ouvert son restaurant à Tokyo, et franchement, force à lui. Voilà, en ce moment, il est en plein stress parce que parfois il a des clients, parfois il en a pas. C'est un gros projet de vie. Ça peut devenir un carton. Peut-être que dans 10 ans,
Le mec, il aura 5 restos, il sera tranquille, il aura kiffé sa life, ça sera super. Peut-être qu'il aura juste son petit resto de quartier, mais qu'il aura assez pour bien vivre et être tranquille. Et puis peut-être que ça va faire un flop monumental et qu'il va se retrouver dans la merde. Bref, il vient d'avoir un enfant en plus, etc. Donc ça doit être un moment vraiment très stressant. Ce que je veux dire, c'est que quand on immigre, bah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens qui sont plus favorisés que d'autres, qui vont peut-être un peu moins avoir de problèmes, d'autres qui vont en avoir beaucoup, et ça va être vraiment la guerre, voilà, pour survivre en quelque sorte au Japon. Mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de stress, il y a des moments de doute, il y a des moments où effectivement il faut serrer la ceinture, il y a des moments où ça fait flipper, puis il y a des moments où finalement ça va, ça passe bien, puis il y a des moments finalement tout va mieux, ça y est, je commence à voir la sortie du tunnel. Bref, c'est la vie, voilà, tout simplement. Mais il faut se dire que c'est multiplié parce que vous partez dans une aventure. Voilà, il y a des chances que voilà, il y ait des trucs, votre vie soit moins tranquille et moins calme que si vous étiez chez vous en France, dans votre pays d'origine, avec des amis, avec votre famille, avec un truc plus stable, avec plus de facilité dans la vie de tous les jours. Il faut le savoir, donc il faut garder ça en tête, il faut savoir que c'est un petit combat. Voilà, il ne faut pas arriver en se disant ça va être facile. Peut-être que ça le sera pour vous, et je l'espère, mais peut-être qu'il y aura un peu de combat à faire et qu'il faudra avoir un peu des nerfs solides pour tenir l'aventure. Petit aparté, hein, j'aime bien vous redonner des conseils puis vous rappeler que le Japon, c'est pas genre c'est merveilleux et tout est parfait. Forcément, il y a des mauvais côtés, des bons côtés, et c'est comme partout, hein, c'est une petite aventure. Donc voilà, donc là on a fait le point un peu sur le podcast qui va quand même continuer. Comme vous l'avez vu, j'ai des épisodes à faire. Et la balade de banlieue de Kobe, c'est vrai que je suis un peu dévié, mais qui va être très sympa, la balade de banlieue de Kobe, vous allez voir. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le coin, donc j'espère que... Ah, j'ai encore oublié d'enlever le fameux screensaver qui s'arrête. Il faut vraiment que j'enlève ce truc-là de mon portable, mais c'est parce qu'il n'est pas branché sur le secteur, donc je pense que c'est pour ça. Et donc, du coup, mais normalement, il n'y a pas de coupure de son. Et là, la petite balade de Kobe, spoiler alert, j'ai vraiment aimé. Peut-être que je le ferai après celui-là. Je ferai une pause dans le bilan, je sais pas, qui va être coupé en deux pour faire une petite balade, puis pour pas que ce soit trop too much, les bilans, mon japonais, voilà, qui est un petit truc un peu aussi genre, petite fleur bleue, exploration, c'est joli, c'est sympa. Et j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment spoiler alert, j'ai beaucoup aimé ces villes à Kobe. Pour moi, je les mets dans des coins qui pourraient être très sympas pour aller s'installer. Je suis pas sûr que je pourrais m'installer là-bas parce que c'est peut-être pas assez grande ville pour moi, mais on n'est pas loin de Kobe, on n'est pas loin d'Osaka, donc pourquoi pas. Mais bref, on en rediscutera. Il y a pas mal de trucs à raconter, des petits coffee shops, des matsuri, des petites balades en montagne, dans des rues un peu sinueuses, très loin des grandes lignes droites de Kyoto, Osaka. Bref, on a kiffé. Mais ça, ce sera un autre épisode. Et donc, je vous parlais aussi d'un petit critère un plus minime, puis après on va parler du bilan des 10 ans, ne vous inquiétez pas, hein, qui m'a fait prendre, mais bon, je suis obligé de faire un petit aparté parce que c'est vrai que ça fait plus d'un mois et demi que vous n'avez pas de podcast et j'avais jamais fait de grosses coupures comme ça, hein, j'ai toujours tenu plutôt bien le rythme, donc voilà, je sais que certains se demandaient ce qui se passait. Bon, sur Instagram, j'ai eu beaucoup de demandes et autres pour savoir justement pourquoi ce silence. Et donc dans les petits critères, comme je vous le disais, il y a effectivement le temps et puis de recentrer un peu le futur, hein, qu'il va falloir un peu consolider ma vie au Japon, puis c'est pas en faisant des podcasts et des vidéos YouTube que je consolide quoi que ce soit. Mais donc l'autre critère qui est plus minime et qui me fait prendre aussi cette décision, c'est, alors je sais pas si c'est parce que je vieillis, hein, sûrement, hein, ça doit jouer, mais je trouve qu'Internet, en mode vieux con, hein, est de plus en plus toxique. Je trouve que ça se transforme vraiment en bar PMU géant. Vraiment, j'ai l'impression de... vous voyez, le bar PMU, moi, c'est vraiment une expression que j'ai depuis longtemps, un peu comme quand on dit Japon vit dans le futur, je dis oui, dans le futur des années 80. Et une autre expression que j'aime bien pour Internet, c'est de dire qu'Internet, pour moi, c'est un bar PMU. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bar PMU, allez dans un petit village, chez Jojo, au Café des Sports, et puis vous allez avoir trois alcooliques, là, qui vont être là, qui sont en train de jouer aux courses, et puis qui refont le monde avec des réflexions souvent très très bas de plafond, et où chacun donne son avis en pensant qu'il est un expert international du sujet, alors que bon, avec l'alcool dans le sang, plus, bon, techniquement le mec est pas non plus une super lumière, on a envie de te dire ton avis Roger sur la géopolitique, techniquement tu pourrais le garder, je pense que ça ferait de mal à personne. Voilà, c'est un peu le truc, même si bien sûr tout le monde a le droit de s'exprimer sur ce qu'il veut, mais c'est pas le genre de conversation qui va vraiment t'apporter quelque chose dans ta vie, je pense, en général. Et donc c'est vrai que moi je trouve que Internet est devenu toxique, est devenu un bar PMU géant, entre des gens qui gueulent tout le temps, tout le monde gueule, tout le monde veut avoir raison, que ça soit d'un côté ou d'un autre, hein, gauche, droite, milieu, centre, tout ce que vous voulez, tout le monde est toujours d'un côté, puis il est le gentil, puis les autres, si t'es pas comme mon avis, c'est que t'es un méchant. Tout le monde a un avis sur tout, voilà, et s'il connaît en rien, mais donne son avis avec aplomb, sans aucune nuance. Moi, c'est surtout ce mot nuance, je trouve qu'il manque vraiment dans nos vies actuellement, c'est que la nuance n'existe pas. Voilà, il n'y a plus de nuance, c'est-à-dire que c'est pas genre, bon, j'ai un avis sur le sujet, mais bon, peut-être je me trompe, ou alors c'est que mon avis, ça veut pas dire que d'autres gens peuvent penser pareil, ça veut pas dire que mon avis est mieux, voilà, c'est ma façon de penser, c'est mon avis, mais voilà, la nuance, ça n'existe plus. Hein. C'est j'ai dit un truc, c'est comme ça. Et puis c'est la vérité. Et puis si toi t'es pas d'accord, c'est que t'es un con. Et c'est que t'es un facho. C'est que t'es un ultra-gauche, t'es un ultra-droite, t'es un machin. Tu peux pas avoir. Encore une fois, hein, on peut lancer le sujet de la Palestine et d'Israël. Là, je pense que je peux perdre plein d'auditeurs juste avec ça.
C'est-à-dire, si tu te dis que t'es au milieu, tu peux pas être au milieu. Si par exemple tu dis, bah pour moi, il n'y a pas un méchant, les deux sont méchants. Voilà. Alors, il y a des civils qui sont au milieu et qui en prennent plein la gueule et qui n'ont rien demandé. Mais Israël, Palestine, pour moi, il y a des mecs qui sont des deux côtés et qui sont des gros connards. Mais tu peux pas. C'est là, si t'as dit ça, tu t'es dit, ah, mais comment tu peux dire que Israël est plus méchant? Ah, comment tu peux dire que les Palestiniens et le Hamas. Et t'as envie de dire, mais mec, un peu de nuance, mets ton nuance. Puis c'est pas parce que je dis un truc que c'est la vérité, c'est juste ce que je vais penser. Mais tu peux plus avoir de nuance. En tout cas, sur Internet, tu peux pas avoir de nuance. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu sais, il faut contredire. Puis vous voyez bien hein, tout ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, etc. Les vidéos YouTube qui marchent et tout, c'est du putaclic, c'est parce qu'on va vous faire réagir, positivement ou négativement, hein, mais il faut vous faire réagir. Il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des gens qui gueulent, il faut qu'il y ait des gens qui partagent en disant non, je suis pas d'accord, mais tu te rends compte, machin a dit ça. Et tout le monde fait ça, mais moi aussi, hein, parfois ça m'arrive de gueuler et tout, et souvent quand je le fais et que je fais un truc, je me dis putain, mais t'es con, ça sert à rien, parce que sachant un truc dans lequel je suis persuadé, le débat ne sert à rien, vous n'arriverez jamais à convaincre quelqu'un de changer d'avis. C'est-à-dire un mec qui est pour l'Israël, vous n'arriverez jamais à lui dire non mais regarde, t'es bête. Ou un mec qui est pour Palestine, tu ne feras pas changer d'avis en disant mais regarde, mais t'es bête. Ça marchera pas. Au pire, tu peux lui donner des petits soupçons de trucs pour qu'il réfléchisse un peu. Et qui peut-être ça le fera un peu nuancer justement, nuancer son propos. Mais c'est tout. Tu te feras pas changer, tu fais pas changer. Un mec qui aime le rouge, il va pas aimer le bleu parce que tu lui as dit que le rouge c'est de la merde et que le bleu c'est mieux. Et même si tu l'argumentes de toutes les façons, le mec il aime le rouge, puis il laisse jamais le rouge. D'ailleurs, ce que ça peut faire, il aime le rouge, ça va pas changer ta vie. Sauf que non, maintenant il faut, si tu penses pas comme moi, tu es un méchant. Et franchement, c'est un monde d'internet, moi, que je trouve toxique et qui me fatigue. Vraiment qui me fatigue, qui me rend triste, souvent, même quand je vais sur Twitter ou Thread, que je lis des trucs. C'est rare que je trouve un thread où je me dis, ah tiens, c'est sympa la conversation. La plupart du temps, toutes les conversations sont chiantes, sont relous, sont des mecs qui sont pas ouverts. Et encore une fois, hein, je me sors pas du lot. Hein. Moi aussi, je suis un connard hein, dans le même genre. Hein. Ça m'arrive régulièrement de dire des trucs et tu vois, après quand je me relis, je me dis, ah, mais c'est vrai que t'es pas très ouvert. Ou tiens, pourquoi t'as retweeté ça? Pourquoi t'as reposté ce post-là? Le mec, ok, il poste de la merde, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il poste de la merde, il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Pourquoi derrière dire, ah, il a dit de la merde? On s'en fout. Hein, tu vois, genre. Laisse-le faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est un bar PMU où en fait finalement c'est des gens qui sont pas bourrés. Et ça c'est ça qui me rend vraiment triste. C'est qu'au moins dans le bar PMU, Roger et Jojo ils étaient bourrés. Voilà. Alors que là les mecs sont pas bourrés et qui disent des trucs plus cons et plus gros que les mecs de bar PMU. Et je dis souvent avec un plomb. Et c'est vraiment le manque de nuance, le manque de civisme. Bref, je me lasse un peu de cette cour de récré géante. Moi pourtant depuis toujours, hein, j'ai traîné sur les forums assidûment. J'ai toujours participé de ouf sur plein de forums. J'ai beaucoup participé sur Internet hein, depuis 1996. Je suis vraiment un vieux de la vieille. Hein. J'étais même sur le Minitel à discuter quand j'avais 12 ans, voilà, sur mon Minitel, etc. Donc c'est un truc que j'aime à la base. Mais c'est vrai que je me reconnais pas du tout maintenant dans l'ambiance générale d'Internet. Puis même les réseaux sociaux. Je veux dire, et encore une fois, hein, je me mets dedans. Hein. Je me dis pas en train les autres sont nuls et tout. Moi j'ai fait pareil avec ma chaîne YouTube ou autre. J'ai l'impression que tout le monde est en train de vouloir vendre quelque chose. Dès qu'ils ont fait un post, c'est pour vendre un truc. C'est-à-dire que derrière, c'est je veux qu'il y ait un peu d'interaction parce que peut-être que derrière je vais faire un business de machin ou tiens j'ai un livre à vendre ou tiens j'ai un machin à faire donc il faut que je parle de ci, il faut que je fasse. Et il y a plus de naturel. Genre bah c'était des posts qui étaient chiants mais le mec qui postait un truc pour dire qu'il était allé aux toilettes, ça n'avait aucun intérêt. Mais je trouve que maintenant ça a plus d'intérêt que les 90% des posts qu'on voit maintenant. Je trouve que derrière tous les gens veulent être influenceurs, veulent gagner de l'argent, ont une idée derrière le post qu'ils vont faire. Ou alors, je vous dis, c'est ça, c'est pour dire, bah, il faut que mon avis, c'est le bien, et donc, bah, il faut que le monde change pour s'adapter à moi, et donc, s'il n'est pas comme moi, ça va pas. Et franchement, moi, ce climat-là, il me fatigue. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, j'ai aucun problème là-dessus, puis de toute façon, je vais pas faire changer le monde, je vais pas faire changer Internet, je ne suis strictement personne, donc voilà. Mais comme le disait notre ami, un certain Nicolas, qui porte le même prénom que moi, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, voilà, moi, bah, j'ai suivi son conseil, hein. J'aimais moins l'ambiance française, pas que j'aime pas la France, mais j'aimais moins l'ambiance du moment, qui se retrouve aussi sur Internet, donc je me dis, bah, peut-être qu'Internet aussi, il faut que... C'est mon boulot, alors je peux pas le quitter du jour au lendemain, puis si vous voulez faire du business maintenant, même pour du business, j'entends, vous montez un shop de quelque chose, vous montez un commerce, même un commerce physique, hein, où vous voulez chercher du travail, bah, sur Internet, voilà, il y a quand même beaucoup de boulot, surtout pour moi qui bosse dans le web, ça va être compliqué. Je peux pas couper les ponts totalement, mais j'avoue, j'ai envie de réduire et pas de participer à tout ça en fait. Parce que même parfois, hein, moi, les chaînes YouTube que je faisais, il y a des vidéos dont je suis très fier, puis il y en a d'autres, bah, j'étais obligé de faire un peu, pas du putaclic parce que j'y arrive pas, mais voilà, je vois mon titre où tu choisis l'image. Quand tu choisis l'image de YouTube, tu dis putain, j'ai mis ma gueule dessus, mais quel intérêt d'avoir mis ma gueule dessus? On s'en branle. C'est pas plus joli une jolie image et tout, etc. Bah non, parce que les gens ils vont cliquer parce qu'ils voient ta gueule ou parce que tu fais une tête de connard. Et il faut pas dire que c'est pas vrai, parce que c'est vrai.
on est tous en train de dire qu'on regarde Arte, mais personne ne regarde Arte. Ça, c'est le fameux truc, hein. C'est-à-dire qu'on est tous en train de dire oui, c'est génial, ah non, mais moi j'aime le beau jeu, j'aime le beau truc, mais ce qu'on veut finalement, c'est du facile, c'est du cerveau, du temps de cerveau disponible, et on est comme ça. Malheureusement, on est comme ça, la société est comme ça. Et donc, bah oui, ils ont raison, hein, les gens qui font ça, pour toucher d'autres personnes, tu es obligé de faire ça, mais moi j'avoue, il y a une partie de moi qui est fatiguée, qui a pas envie. J'ai pas envie de faire ça, voilà. J'ai pas envie, je le ferai sûrement, et je continue, je ferai sûrement à un moment donné, hein. Je vais sûrement pas être très logique dans ma démarche, mais je vais essayer. Voilà, ça me fatigue, j'ai envie d'être un peu moins présent sur Internet, etc. Mais voilà, du coup, tout ça, bah voilà, ça me rend assez triste, moi, Internet, finalement, quand je vais sur Internet, entre guillemets, hein, bien sûr. Bah, de voir ce que je dis, ce que consomment les gens en général, c'est pas du tout quali. Puis, si, comme je dis, avoir une petite audience, bah, souvent, il faut faire dans le pas quali ou faire. Bah, on peut faire ce qu'on aime, hein, mais il faut pas avoir d'acceptation. Acceptation? Non, on dit pas acceptation, je sais plus. Mais il faut pas avoir d'attente. Voilà, il faut avoir du temps libre et puis voilà, faire sa passion, la partager, puis si personne la suit, bah personne la suit, puis peut-être qu'à un moment donné ça prendra pour X raisons. Mais même si vous voulez après traîner dans le game, j'en ai vu plein, des youtubeurs, des influenceurs, des machins, ou des mecs qui passaient sur Instagram, bah s'ils veulent continuer à être vus, à un moment donné, bah t'es obligé de faire de la merde, parce que si tu fais un truc sympa, bah tu vas être perdu, les algos vont te mettre dans le fond, puis il faut que les gens réagissent, il faut que les gens s'engueulent, parce que bah voilà, si les gens s'engueulent, ils font des commentaires, ils font des partages, et c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne. Malheureusement c'est comme ça, mais on changera pas le monde. Vous avez le droit de pas être d'accord aussi, hein. Peut-être que je suis totalement dans une voie. Je vous dis peut-être que je vieillis, que je vois tout négativement, c'est possible aussi, hein. Vous savez, quand on vieillit, souvent on a un peu de mal à changer. Mais je pense pas, je pense que je suis quelqu'un quand même qui essaye de regarder, qui est assez ouvert, etc. Mais encore une fois, j'ai pas. C'est mon avis. Ouais, c'est mon avis. Ça va pas... Prenez-le pour ce qu'il en est, mais ça explique aussi le pourquoi. J'ai un peu moins envie d'être présent sur internet, de faire des YouTube, j'ai pas trop envie de participer à tout ça. Voilà, ça me plaît pas plus que ça. Mais voilà, donc là on a fait ce petit point-là. Donc, bah moi, du coup, comme je l'ai dit, hein, le temps libre, hein, maintenant, j'aimerais techniquement. Si j'avais du temps libre, je pense que je continuerais. C'est-à-dire que si j'avais pas d'épée de Damoclès, je pense que oui, effectivement, je continuerais à faire des vidéos de temps en temps. Je suivrais pas le game, à en faire autant, à suivre l'algo, machin et tout, mais je le ferais par plaisir. Mais là, bah, vraiment, si je veux stabiliser définitivement ma vie au Japon, ma retraite, etc., bref, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'arrête un peu les bêtises et que je me concentre sur des trucs qui m'intéressent moins, qui j'ai pas envie, mais qu'il faut que je fasse. Voilà. Mais bref, je vais mettre un peu tout ça de côté, même si on a fait quand même 30 minutes là, un peu, donc c'était un peu long, désolé, mais encore une fois c'était pour vous expliquer. Euh, on va du coup maintenant bah, refaire un peu les bases et refaire un peu le bilan de ces 10 ans au Japon, parce que oui, maintenant, bah, ça fait à peu près. J'étais parti, mon premier voyage au Japon, je suis parti fin mars 2015, et je suis rentré début mai 2015. J'avais fait un peu plus d'un mois, j'avais fait, et j'étais rentré bah, juste avant le début de la Golden Week, hein, pas folle la pastèque, comme on dit, parce que bah, du coup, je savais que voilà, je savais qu'il fallait pas rester pendant la Golden Week, donc j'étais rentré juste au début de la Golden Week, juste avant un lundi matin, je me souviens, etc. Et donc j'avais fait, oui, un peu plus d'un mois et demi, pas un mois et demi, mais j'avais fait un mois et 1 ou 2 semaines, je pense, au Japon, donc le premier voyage, et c'était donc bah, il y a pile 10 ans. Et en 10 ans, bah, il s'en est passé des choses, hein. Et je voulais faire bah, du coup un genre de bilan rétrospectif. J'avais pas prévu de faire ça à la base, mais c'est là ce week-end, j'ai marché, je me suis dit putain, ça fait 10 ans en fait, ça y est, ça fait pile 10 ans. Puis 10 ans c'est beaucoup, puis c'est rien dans une vie non plus, mais c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que c'est passé très vite, hein, mais et je me suis dit, bah, ça valait peut-être le coup de faire un petit bilan là-dessus, quoi, de faire une petite rétrospective avec vous de cette aventure, sans filtre, hein, comme d'habitude. Alors oui, il y a 10 ans, bah, je revenais de ce voyage, et bordel, hein, j'avais kiffé sa maman, vraiment. C'était mon premier voyage tout seul, j'avais 34 ans, j'étais jamais allé aussi loin, j'avais un problème au genou à l'époque qui me pourrissait la vie depuis 2 3 ans, et je partais avec pas mal d'inquiétudes, hein, mais en étant quand même par contre super motivé. Alors, au niveau des inquiétudes, c'est bah, est-ce que j'allais être capable de me lever et me bouger le cul de l'hôtel pendant un mois, ou est-ce que j'allais faire voilà, le pleutre, à rester dans une zone de confort, à traîner dans des coins sécures, sortir que 2 3 heures la journée, puis... Parce que moi j'étais pas à fond la randonnée, j'aimais pas les explorations avant comme maintenant où j'adorais me balader, moi j'étais pas très balade, j'étais pas très voyage non plus, je faisais pas énormément de voyages, donc pour moi c'était un peu quand même un saut en avant, j'avais fait quelques voyages, mais j'avais vraiment peur de me dire bah tiens... je vais arriver, puis voilà, je vais me dire, ah putain, j'ai pas envie d'aller marcher, putain, le quartier, ça va être nul, là, puis va falloir parler japonais, ça va être dur, ah non, mais je vais rester à l'hôtel, vous me levez à 11 h, tu vois, genre dormir jusqu'à 11 h le matin, parce que moi je peux être un très gros flemmard, hein. Donc dormir jusqu'à 11 h le matin, puis me dire, ah bah il est trop tard pour sortir, il va faire nuit vite, enfin, vous voyez le truc quoi, ah bah non, je vais pas aller à Kyoto, je suis sur Osaka, parce que le train, machin et tout. Bref, j'avais vraiment ces craintes bah, d'être un gros glandeur en voyage et puis de dire bah tu payes autant pour un voyage si c'est pour rester à l'hôtel, dormir et puis sortir que 2 heures, c'est quand même un peu con. J'avais aussi peur que mon genou, bah, il allait tenir parce qu'il était dans un état qui était pas ouf. Et donc, bah, de marcher beaucoup, j'avais peur que si je me fasse mal ou que ça aille pas, bah voilà, après c'est le bordel. Faut aller à l'hôpital au Japon. Quand t'es en voyage, que tu parles pas, t'imagines un peu le délire. Donc, j'avais des petites craintes par rapport à ça.
Et puis, est-ce que simplement, j'allais pas vivre plein de galères, voilà, dans un pays où la langue est un bordel sans nom, avec un anglais qui était vraiment méga naze, hein, sans personne sur qui m'appuyer, voilà, t'as pas un pote pour te motiver de sortir, pour s'entraider, pour quand t'as un peu, il y a un mec, un de tes potes qui est un peu plus démerde. Bon, moi j'ai toujours été un peu débrouillard, mais voilà, je veux dire, quand t'as un autre pote qui peut t'aider à un moment donné, ou toi tu bloques sur une situation, bah c'est vrai que c'est toujours pratique. Ou t'as un pote qui parle anglais par exemple, bah voilà, tu te reposes sur lui, puis toi t'es un peu les mains dans les poches. Bref, j'avais quelques craintes, mais en même temps, j'étais vraiment super motivé, hein. J'étais retombé dans les mangas, les figurines et les animés bah, après plusieurs années de divorce, hein, suite à la fin du Club Dorothée. Je sais pas, quand je devais avoir 15 ans, 16 ans, ça a dû être la fin pour moi des animés du Club Dorothée. C'était plus pas les Salut les musclés, mais genre les filles d'à côté, Hélène et les garçons, puis là, bon, c'était moins mon délire. Puis en plus, je commençais à être un peu genre ado, jeune adulte, donc forcément tu passes à autre chose. Et puis moi, j'habitais pas à Paris, donc la culture manga, machin et tout, c'était pas accessible, hein. Donc du coup, bah, après, j'ai complètement zappé pendant une dizaine d'années, hein, je pense, hein, facile, voire même plus, quasiment entre 15 ans, hein, tout ce qui est animé manga, je regardais pas du tout d'animé. J'ai pas regardé Evangelion quand c'était sur Canal+, moi j'ai loupé toute cette partie-là. Moi, ça s'est arrêté vraiment à Sailor Moon, Dragon Ball, Ranma 1,5 et compagnie. Et puis pour moi, c'était pas le Japon. C'est-à-dire que le Japon, j'en avais rien à foutre en fait. Le Japon, c'était pas, c'était un pays. Voilà. Ok, j'avais adoré les Chevaliers Zodiac. Je continuais de racheter de temps en temps des trucs sur les Chevaliers Zodiac, voilà. Mais pour moi, c'était pas le Japon. Je m'en foutais du Japon réellement. Et puis je suis retombé dedans à un moment donné, bah, quand mon genou m'a lâché parce que bah, je pouvais moins marcher. Puis j'avais sûrement besoin de trouver un réconfort ailleurs parce que j'étais pas très bien à ce moment-là. Donc bah, j'ai regardé des animés, puis je me suis mis au manga, puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'en ai consommé beaucoup dans les trajets, transports. Puis après j'ai acheté des figurines. Et donc je suis retourné un peu, puis là je me suis intéressé un peu plus au Japon, parce que là j'étais pas enfant, donc je suis allé chercher un peu plus loin, puis je lisais pas des mangas un peu plus tranche de vie, donc forcément plus sur le Japon. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus sur le Japon en quelque sorte, mais j'étais pas non plus un fanboy du Japon. Moi je côtoyais quelques otaku, hein, des mondes des figurines, etc., qui étaient vraiment des fanboys, quoi, qui vivaient pour le Japon, manga, voilà, etc. Euh, bah moi du coup je pouvais voir la différence avec eux, hein, parce que oui moi j'aimais bien ça, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les mangas, dans les figurines, etc. Mais sans être non plus omnubilé par ce Japon fantasme. J'allais pas là-bas pour un pèlerinage de geek, quoi. J'allais pas me dire ah, il faut que j'aille à Akihabara. Alors, je suis allé à Akihabara, je suis allé à Nakameguro, pas Nakameguro, j'ai un trou à Tokyo. C'est le vrai Akihabara, l'endroit bah, qui doit maintenant même plus être à la mode. Je suppose qu'il y a un autre quartier parce qu'il y a plus de 10 ans. Mais à la base, ceux qui allaient à Akihabara, c'est ceux qui connaissaient pas grand chose des figurines et des geeks. Et toi, t'allais dans cet endroit-là parce qu'il y avait des mandarakes spéciales. Tu pouvais trouver des trucs vraiment collector que tu pouvais pas trouver ailleurs. Bref, c'est vers Shinjuku. J'ai oublié le nom. Ça, je sais pas pourquoi il veut pas sortir. C'est pas Nakameguro, mais c'est. Je sais plus. Voilà. Là, vous êtes derrière votre ordinateur en disant mais il est débile, c'est tel endroit, et etc. Parce que c'est connu hein, maintenant. À l'époque, c'était pas très connu, mais maintenant, enfin, c'était pas très connu. C'était déjà quand même pas non plus. Je l'ai pas sorti de mon chapeau, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'était un peu l'endroit hype pour les vrais fans de figurines à Tokyo. Et donc voilà, j'avais quand même fait un petit pèlerinage, mais j'y allais pas pour ça. Voilà, mon but c'était pas d'aller faire toutes les boutiques geeks, aller acheter des mangas et tout. À un moment donné, une journée, ok, mais le reste c'était vraiment genre la balade et le voyage. Voilà, tout simplement. Je vous dis, j'étais pas, moi, je suis un geek, hein, j'en suis un peu, mais j'ai jamais été quelqu'un de fan. J'ai jamais été un fanatique pour quoi que ce soit. Je suis pas fan d'un sportif, je suis pas fan d'une équipe de foot. J'adore le foot. Il y a des équipes pour qui je supporte, mais je serai jamais fanatique. Voilà, le mot fanatique pour moi, c'est un truc. Bah, je vous le dis, moi, il me faut de la nuance. Moi, j'aime bien être central, être au centre, même si parfois c'est pas forcément bien. Mais voilà, moi, le côté fanatique, fan d'un personnage, fan d'un acteur, c'est un truc qui me dépasse un peu personnellement. Donc voilà, quand je suis allé au Japon, je suis pas venu en mode geek fanatique. Mais j'étais vraiment là pour un voyage des paysans. Et puis j'avais caché au fond de moi un petit espoir, hein, l'espoir de découvrir un chez moi. Parce que ça faisait des années que je me plaisais vraiment plus sur Paris et en France. Et j'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais été un hater de Paris, hein, j'adore toujours cette ville, hein, mais je me reconnaissais de moins en moins dans les gens, dans l'ambiance, qui était, bah, c'est pas vraiment parisien en plus, hein, je trouve, hein, mais c'est une ambiance occidentale qui me correspondait plus. On a déjà parlé plein de fois de pourquoi je suis venu au Japon, etc. Je m'étais un peu emballé quelques années auparavant avec le Canada, parce qu'on m'avait survendu le Canada, et puis on m'avait dit tu verras, c'est vraiment bien pour toi. J'avais des potes qui habitaient là-bas, puis on me dit tu vois, c'est vraiment ce que tu vas, si tu vas te plaire, c'est vraiment un endroit. Puis j'ai fait un voyage, puis bah ça fait plouf, pas de coup de cœur. C'était genre 2 3 ans avant, je pense. Pas de grosse différence pour moi avec ce que je voyais en France qui me plaisait pas. Donc, du coup, bah, c'était un peu la douche froide parce qu'on m'avait vraiment vendu le truc et je m'étais dit, ah tiens, putain, on va vivre au Canada, ça peut être un projet de vie. Puis bah, finalement, non, pas du tout. Donc là, j'avais pas eu envie de me surhyper avant de partir pour le Japon. Voilà. Le côté de trouver un chez moi, bien sûr, il était présent, hein, quelque part caché en moi, mais j'avais pas voulu en faire une quête. Voilà. Quand je suis venu ici, je suis pas venu en me disant, allez, faut regarder si le Japon, ça peut être l'endroit pour toi. Parce que techniquement, oui, le Canada, le Japon, les pays nordiques, ça ressemblait un peu à ce que je pouvais chercher, mais je voulais pas non plus, voilà,
me sur-hyper. Puis le départ, voilà, les premières heures, un peu comme beaucoup, hein, chaotique. Je me souviens du premier train de fin de journée, quand je sors de l'avion, direction Asakusa, avec la Asakusa Line, il me semble. Pas de touristes, voilà, des salaryman, il y a la vie normale, il y a la nuit qui tombe dans les décors de films, un peu à travers les fenêtres de wagons. C'est pas beau, c'est gris, c'est des buildings un peu dégueulasses, c'est pas des buildings haussmanniens. Il y a une ambiance, t'es content, t'es au Japon, mais en même temps tu te dis ouais, c'est pas très joli, puis t'es dans une ambiance de métro, hein, donc dans un train. Donc voilà, tu te dis c'est un peu bizarre, il y a des choses, des sentiments un peu qui se mélangent, un peu bizarres. Alors je suis pas non plus à me dire ah bah merde c'est moche, qu'est-ce que je fais là, hein, c'est pas ça, hein. Mais voilà, il y a un truc un peu, voilà, puis vous êtes un peu perdu, hein. Il y a un peu de stress. J'avais prévu moi de marcher 20 minutes avec ma valise, sans internet, juste en ayant imprimé des Google Maps en avance avec quelques photos repères de tel et tel building. Donc forcément un peu de stress de dire est-ce que je vais trouver mon chemin et tout, c'est une langue, les gens je comprends rien. Et puis moi mon anglais encore une fois est pas ouf, donc tu fais ouais, c'est compliqué quoi. Et je me souviens avoir marché dans des grandes avenues, puis des petites ruelles, un peu hors du temps, un peu en stress, un peu même s'il faisait pas super chaud, mais quand vous avez une valise à trimballer dans les rues de Tokyo, forcément vous êtes un peu en sueur. Et du coup, j'arrive jusqu'à mon auberge, qui était dans le nord de Asakusa, dans une petite banlieue. Et là, on m'apprend que je suis surbooké, et qu'ils se sont trompés, et qu'ils n'ont pas de chambre pour moi. Voilà, premier jour, vous commencez comme ça, voilà, c'est pas super, c'est un peu de stress qui arrive pour vous. Donc voilà, ça commence bien, on va dire. Il y a toutes les mini-craintes que tu avais avant de partir qui débarquent un peu d'un coup. Puis finalement, on me transfère dans un établissement assez pourri, très vieillot, à quelques mètres, chez des collègues. Moi, j'avais pris l'auberge, cette auberge-là, parce qu'elle a été gérée par un Français et qui avait ce côté rassurant, il parlait français, etc. Et donc pour commencer, tu te dis, bon, bah voilà, au moins pour les premiers jours, je devrais pas avoir trop de soucis le temps que je m'acclimate, quoi. Sauf que là, je me retrouve avec un vieux papy qui parle pas un mot d'anglais, à devoir tant bien de mal communiquer dans cette auberge de remplacement qui sent pas le neuf et qui sent un peu le vieux truc tout pourri. C'était juste pour une nuit. Donc voilà. Je me retrouve dans une chambrette qui ressemble, donc, comme je dis, à vraiment un petit truc tout pourri, limite à une pièce de prison, hein. Pas de lit, un futon. Moi, j'avais pas envie de dormir sur un futon. Je vous dis, j'étais pas un Japan Boys, donc j'ai un Japan Fanboys. On me dirait, il faut que je dorme comme un japonais, le yukata et le futon. Non, moi, je vais dormir dans un lit. Donc voilà, il n'y a pas de futon, il y a pas de douche. Il faut aller prendre une salle de bain commune avec un santo. Donc bah, pareil, moi je suis pas. Ouais, why not? Mais au début, j'étais un peu genre non, non, bah ça j'irai quand j'ai envie, quoi. Tu vois, je veux quand même aller prendre ma douche dans une douche. Puis vous sortez du voyage, voilà, de 2 heures d'avion. T'as pas envie de commencer à la dure dès le départ à dire bah tiens, je vais me mettre tout nu devant d'autres garçons. C'est genre un truc que j'ai pas spécialement envie, quoi. Donc voilà, ça commence pas très bien, hein. Je vous dis, l'ambiance, c'est un peu genre le premier soir, t'es là, tu fais ouf, ouais. C'est pas la fin du monde, hein, c'est pas non plus genre c'est horrible, etc. Je suis pas en larmes, hein, bien sûr, mais t'es là, tu fais bon, le voyage, ok, ok, c'est pas ce que j'avais vraiment, ce que j'avais demandé, quoi. Mais bon, voilà, je souffle 2 minutes et puis après j'en rigole, hein. Ça me fait rire plus qu'autre chose, forcément. Tu te dis bon bah ça y est, c'est l'aventure, ça commence bien, quoi. Le lendemain matin, je pars avec ma valise, direction l'auberge, la première que j'avais, donc je devais dormir normalement pour voir si je peux récupérer ma chambre. Et là c'est bon, je laisse donc ma valise et je pars enfin à l'aventure. Et là, je vous rassure, hein, je vais pas vous faire toutes mes vacances, hein, sur le bilan des 10 ans, mais je vous raconte un peu le début parce que c'est la rencontre avec le Japon finalement. Et là, j'ai un choc. Voilà, vraiment un choc. Je me retrouve dans les petites ruelles de Tokyo. Je déambule dans un Tokyo, pas de carte postale, hein, pas de Hachiko, pas de Tokyo Tower, pas de building, pas de kawaii, pas de robot Pokémon, pas de. Voilà, pas je sais pas, désolé, je viens de frapper le micro, ça a dû vous niquer les oreilles. Pas de Shibuya Crossing, enfin voilà. On n'est pas dans le Tokyo carte postale, c'est pas non plus un Tokyo genre hyper perdu résidentiel, non, c'est pas ça non plus, hein. Mais c'est un Tokyo normal, moi c'est le Tokyo normal. C'est le matin, il est 8 h du matin, je crois, un truc comme ça, j'avais déjà déposé mes valises, et c'est méga calme. On est un dimanche, dans un quartier résidentiel. Je marche tranquillement, quelques minutes, puis j'arrive dans un petit parc, où il y a un mini terrain de baseball, il y a des personnes qui ont genre la cinquantaine, des hommes, des femmes qui jouent, je m'arrête, je regarde, j'observe, je m'approche ma tête du grillage, puis je reste ici 20 minutes, 30 minutes. Bah, le voyage, c'était pas ça, hein. Le voyage, à la base, c'était pas genre regarder un match de baseball de gars de 50 ans dans un quartier où il y a rien. Le voyage, c'était effectivement quand même de faire Shibuya, aller voir les trucs de geek, quand même, comme je l'avais dit, hein, c'était pas le but, mais d'aller voir ça, d'aller voir la Tokyo Tower, d'aller machin. Mais là, je suis vraiment dans un truc qui, normalement, c'est pas. On fait pas ça en touriste, c'est pas le but quand vous préparez des vacances, vous dites pas tiens je vais m'arrêter dans un quartier résidentiel à regarder un match de baseball. À part les mecs qui adorent voyager, puis qui aiment bien les engins et tout, etc. Mais quand vous êtes juste en mode vacances normales, c'est pas. Vous venez pas pour ça à la base. Mais voilà, je m'arrête, je profite du moment.
Et puis du coup, voilà, je suis encore un peu timide, mais je décide de sortir mon appareil photo, mais vraiment timidement quoi. Avant, je faisais pas de photos. J'avais acheté une caméra, mais je m'en servais quasiment jamais. Ouais, le genre de truc que t'achètes, puis tu t'en es servi 3 fois en vacances, et puis voilà, sans plus. Puis c'était pas l'époque où tout le monde se prenait en photo avec des selfies, machin et autres, hein. On prenait beaucoup moins de photos à l'époque, je pense. En 2015, c'est pas si loin, mais c'était déjà moins la folie. Mais donc voilà, je suis un peu timide avec ma caméra. Je connais rien, la focale, la vitesse, les ISO, machin, trop compliqué. Je m'en fous, je mets en auto, puis c'est juste je fais les photos en cliquant sur auto, quoi. Et sur le moment, bah, j'ai un peu peur de sortir la caméra, de prendre les gens en photo. Alors je fais ça vraiment super discrètement, mais genre, ah, tu peux, t'as pas là, on le range et toi, on m'a pas vu, voilà. Je regarde si personne me voit, un peu en mode Robert le pervers, quoi, qui a peur de se faire choper, alors que bah, je veux juste faire des photos de gens qui jouent au baseball, il y a rien de mal techniquement. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, tu peux pas prendre une photo des gens sans la permission. Ah, street photo, les gars, c'est prendre des photos sans la permission. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on pourra faire des longs débats là-dessus. Mais pour moi, c'est un lieu public. Tu prends des gens en photo. S'ils sont pas dans des situations genre. Puis en plus, je vais pas en faire de l'argent. Je fais pas un bouquin derrière. Je gagne pas. Je les publie pas sur des vidéos YouTube à 6 millions de vues. Donc c'est vraiment juste des photos pour moi et pour genre deux trois personnes qui vont les voir. Et encore une fois, on est dans un lieu public. Donc bah, dans un lieu public, je te vois, tu me vois. Bon, bah, je t'ai pris en photo, mais j'ai envie de te dire, la photo, je peux l'avoir mentalement et te garder en moi. Je peux faire des rêves pervers avec toi parce que je t'ai vu une fois. Bah oui, ouais, je peux faire ça. Et est-ce que tu vas m'attaquer en justice pour ça? Bah non, parce que tu pourras pas. Donc pour moi, voilà, la street photo, il n'y a rien de mal tant que tu fais pas de mal aux gens. C'est-à-dire que tu prends pas des photos compromettantes ou dans des mauvaises trucs et puis que tu fais plein d'argent avec, par exemple, que tu t'en sers pour un logo, pour je sais pas, pour autre. Mais bref. On peut ne pas être d'accord là-dessus, hein. Je sais qu'il y a vraiment deux équipes, mais pour moi qui aime la street photo, bah, pour moi, prendre des photos des gens dans la rue sans qu'ils posent, de prendre des photos un peu volées, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est ça qui donne l'ambiance de la vie, c'est ce que tu vois avec tes yeux tous les jours, donc bah voilà, moi c'est ce qui me plaît. Mais bon, à l'époque, voilà, j'aimais pas spécialement faire des photos, j'y connaissais rien, et donc c'était un peu le côté genre, ouais, j'avais un peu peur de faire ça, quoi, c'était un peu genre le côté, waouh, c'est compliqué quand même de faire ce genre de truc, quoi. Et puis moi je déclenche, voilà, je déclenche mon appareil photo, je kiffe vraiment le moment en fait, hein. Ça faisait déjà depuis le début de la balade que je kiffais, mais là ça faisait à peine 30 minutes que j'étais là, hein. Mais c'était un sentiment de fou. Je me sentais chez moi, c'est une grosse ville vraiment, t'as l'impression d'être perdu au milieu des buildings, plein de maisons, c'est différent, pas trop différent mais c'est différent. Et j'adore la vie en ville, là mais au calme, voilà. Y a pas de mec qui te regarde mal, qui genre te regarde de travers, en disant pourquoi tu me regardes, voilà, tu vois, tu sens dans son regard. Y a pas de gens qui gueulent dans la rue, c'est civique. C'est calme, en fait c'est vraiment calme, c'est la fameuse douceur de vivre dont je vous parle souvent, que je ressens d'un coup que je me prends en pleine gueule quoi. C'est pas cette sensation de devoir être sur le qui-vive, une sensation que je ressentais pas forcément sur Paris, mais que je me suis rendu compte que j'avais en moi en fait, et qui avait totalement disparu ici en quelques minutes. Bref, je découvre la vie du touriste Bini Oui Oui, hein, qu'on a tous vécu au Japon, et c'est cool, c'est vraiment cool. Je me fais plus de 37 km le premier jour à déambuler en kiffant dans des quartiers qui deviendront finalement ce que j'aime le moins à Tokyo. Les quartiers que j'aime pas, c'est assez marrant de se dire que mon coup de cœur du Japon, mon premier coup de cœur finalement, c'est les quartiers que j'aime pas du tout maintenant à Tokyo. C'est assez rigolo quand j'y repense. Et voilà comment tout ça commence. Je passe ensuite des vacances géniales, je me découvre une passion pour la photo, je kiffe chaque endroit que je visite, je finis en apothéose dans un appartement super cool sur Tokyo et où je dis putain, il faut que je vive ici, vraiment. Je rentre, je suis triste, je me dis que c'est beau d'avoir 12 ans et d'avoir des rêves, mais que bon, comment veux-tu que je vienne m'installer ici? C'est tellement compliqué. Les vacances étaient cool, hein, mais c'était que des vacances. J'ai eu la chance de faire un mois en plus, ça m'a coûté un bras. Bref, ouais, c'est bien, c'est un beau rêve, c'est un beau rêve, mais voilà. Mais bon, la vie fait que 2 ans plus tard, je peux me refaire un voyage. Et de 2 mois cette fois. Le boulot, l'ambiance, allait pas fort en ce moment. On m'avait mis un peu dans un placard, mais manque de bol, le mec qui m'a poussé au placard et qu'on a remplacé, on va dire, par moi, était un méga tocard. Mais vraiment, j'ai jamais vu un mec aussi nul que ça au boulot. Mes boss se retrouvent dans la merde, mais c'est de leur faute, hein, ils le gardent pendant un an, ils se rendent pas compte que c'est un tocard alors que ça se voit au bout de 3 minutes avec le mec, mais bon. Et du coup, bah, ils se retrouvent dans la merde et ils viennent me manger dans la main. Parce que là, du coup, ils disaient, en fait, non, mais non, t'avais pas mis au placard. Mais non, pourquoi? Donc voilà, je suis en position de force. Je suis là pour les sauver de leur merdier, dans lequel ils se sont mis tout seuls comme des grands. Et donc, je profite de la situation, forcément, hein, pour dire, ok, mais je veux une prime et je veux pouvoir me faire 2 mois de vacances. Et vu que je leur sauve les miches et que que ça fait 10 ans que je pouvais prendre 0 vacances l'été, et qu'ils avaient pas trop le choix en gros, hein, parce que voilà, à ce moment-là, j'avais déjà réparé plus ou moins la situation moisie du mec. J'ai donc bah, la chance de retourner 2 ans après en voyage avec l'argent parce que du coup ça m'avait coûté quand même un petit billet donc j'avais pas eu le temps d'économiser assez pour repartir en voyage mais vu que j'avais eu cette petite prime ça avait pu payer ce voyage et en plus bah, là j'avais pu négocier 2 mois, j'avais dit ok mais je pars 2 mois, alors pas pendant l'été mais je pars 2 mois à un moment donné où c'est calme, c'est le seul moment calme de l'année et puis bah ça tombe bien, c'est en mars, voilà, mars-avril donc
Je pars 2 ans après et je me dis bah voilà que c'est aussi l'occasion de check si je me sens vraiment bien au Japon ou si c'était juste un crush de voyage parce que oui gardez toujours en tête, hein, je vous le dis souvent mais en vacances vous êtes en vacances, vous allez kiffer, vous n'avez pas de pression, pas de boulot, vous n'avez rien à faire, vous profitez de la vie et des bons côtés de la vie donc forcément le lieu que vous visitez il est cool à moins qu'il vous arrive une merde mais logiquement c'est plus cool que votre vie de tous les jours. Mais y vivre, c'est un autre monde. Le Japon vacances et le Japon pour vivre, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Il y a souvent des gens aussi qui vous disent ne partez pas au Japon pour fuir vos problèmes que vous avez actuellement. Parce que c'est pas parce que vous allez au Japon que les problèmes vont s'arrêter. Les problèmes, ils vont vous suivre. Peut-être que vous allez être dans une autre ambiance, peut-être que ça va permettre d'aider à régler les problèmes, mais ça va pas effacer vos problèmes. Vous n'allez pas les laisser de côté et dire bah non, au Japon tout va mieux maintenant. Ça marche pas comme ça malheureusement. Vous allez peut-être avoir d'autres problèmes, hein. Peut-être que ceux-là vont s'effacer, mais vous avez d'autres problèmes qui vont arriver. Bref, c'est pas une baguette magique de venir s'installer au Japon. Et puis encore une fois, le fait de vivre au Japon en vacances et puis en travailler, c'est pas pareil. Donc voilà, là je repars donc au Japon, donc j'étais encore une fois en vacances, mais je m'étais bien renseigné, hein, et j'avais fait beaucoup de recherches, je voulais voir si le coup de cœur était toujours là sur la vie au Japon cette fois, hein. Pas que sur les vacances, mais je m'étais renseigné vraiment sur la vie au Japon, donc moi j'ai pas eu de claque quand je suis arrivé ici en me disant ah mais en fait le monde du travail est difficile, ah mais en fait les Japonais ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent, ah. Bon il y avait pas tous les influenceurs qui faisaient plein de trucs putaclic à l'époque, il y en avait un peu, ça commençait, mais moi je m'étais renseigné sur des blogs, à discuter avec des gens qui vivaient au Japon, etc. Voilà. Puis moi je suis du genre à beaucoup me renseigner dans ces cas-là. Donc voilà, j'avais eu 2 ans tranquille pour prendre pas mal d'infos. Et bon, vous le savez, hein, ça n'a pas loupé, le coup de cœur il était vraiment là, et maintenant bah fallait trouver une solution pour venir. Mais bon, j'en voyais pas vraiment. Apprendre le japonais et trouver un boulot, vu mon niveau en langue, parce que je suis vraiment très nul, hein, même en français je fais des fautes d'orthographe quand je parle, voilà, les langues c'est pas mon fort. Heureusement j'ai plein d'autres qualités, mais alors les langues, malheureusement apprendre une langue c'est pas ma spécialité. Donc vu mon niveau de langue, et puis apprendre en même temps d'avoir un taf à côté, hein, bah ouais, voilà. Puis venir en PVT, bah je suis trop vieux, hein, j'avais déjà 35 ans, donc le PVT c'est trop tard. Monter sa boîte, bah, c'est trop coûteux, il fallait 40 000 balles, et j'avais pas 40 000 balles sur mon compte, et puis j'étais pas prêt de les avoir, hein, clairement, surtout après ce voyage-là, un voyage de 2 mois. Visa étudiant, bah je serais pas un peu vieux quand même pour revenir étudier au Japon. Alors quand je dis visa étudiant, c'est pas à la fac, hein, mais c'est pour apprendre la langue. Puis bah, c'est de l'argent aussi, hein, parce que bah, ça coûte de l'argent, encore une fois, hein, venir étudier. L'année d'école, c'est 6-7 000, juste l'école, hein, payer les frais d'école, 6-7 000 euros. Après, il faut payer le loyer, il faut payer machin, puis vous travaillez pas, hein, donc bah, il faut un peu d'argent de côté. Puis il faut quitter son boulot, voilà, se mettre à prendre un gros risque, parce que quitter son boulot pour faire une année de japonais ou 2 ans, puis si ça marche pas, vous revenez, bah, vous faites quoi? Faut repartir de zéro. Bref, voilà, un peu se dire, je vois pas trop ce que je peux faire. Et puis un jour, il pleut des cordes, je suis sur Osaka vraiment, et il y a un Starbucks à côté d'une université, là, mon hôtel est pas trop loin, je marche un petit peu, mais vraiment il pleut, il n'y a pas de plaisir à marcher dans les rues là. Et je me dis, voilà, je vais me poser, j'avais fait déjà pas mal de balades, en 2 mois, tu vois, faire un jour de break, c'est pas très grave non plus, hein. On n'est pas obligé d'être à fond la randonnée tous les jours. Donc je me mets dans cette petite Starbucks qui est en mode université, tu sais, ça ressemble un peu à une université américaine avec les grandes tables, les petites lampes, etc., les prises. Donc voilà, je me pose tranquillement, il y a beaucoup d'étudiants parce que c'est dans une université dans le centre, pas très loin d'Umeda. Et donc bah voilà, je sors mon téléphone, mon bloc-notes, et je commence à faire des calculs. Les calculs, je cherche un peu assis à ma table, spacieuse, entouré d'étudiants. Puis je me dis, mais finalement c'est jouable, hein. Au vu de mes économies, peut-être que je peux venir au Japon pour étudier au Japon. Je m'emballe un peu, je rêve, je me vends du rêve surtout. Et puis voilà, je me dis, je contacte un étudiant que je suivais sur les réseaux sociaux, qui était au Japon, à Fukuoka depuis un an. Je lui avais jamais parlé, hein, mais il avait l'air sympa, puis il avait l'air d'être un peu dans une situation où il avait quitté son boulot aussi, qui vivait sur ses économies, qui faisait une école à Fukuoka. Moi je voulais faire une école à Fukuoka aussi au départ, donc je m'étais dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas, peut-être sympa. Je vais lui poser la question, puis on verra s'il répond. Alors, mon but, hein, la question c'était sympa, hein, c'était juste de savoir le budget qu'il avait, etc., si ça lui plaisait, les difficultés qu'il avait rencontrées, mais c'était surtout le budget en fait. Je repars du Starbucks, les rêves plein la tête, hein. Persuadé que, bah ouais, en fait, avec mes calculs, en fait, peut-être qu'en économisant 2-3 ans, je peux vivre au Japon en me serrant la ceinture, machin et tout. Et il répond très rapidement à mon mail, est super gentil, et donc je lui demande quel était son budget, et là je me rends compte que j'étais un peu, beaucoup très con, voilà, et que j'avais beaucoup sous-évalué certaines choses, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était le mood du moment, je sais pas, mais c'était vraiment très bête dans les calculs que j'avais fait, et j'avais oublié vraiment beaucoup de frais, et du coup j'étais vraiment très très loin du budget qu'il m'aurait fallu pour vivre 2 ans au Japon. Et je voulais pas faire qu'un an. J'aurais peut-être pu dire, tiens, je pars un an, mais il me disait, je pars un an au Japon, j'apprendrai pas le japonais en un an. Si c'est pour apprendre un peu le japonais, rentrer en France et pas pouvoir repartir au Japon pour trouver un boulot, bah, ça sert à rien. Donc il faut y aller à la dure et 2 ans, puis apprendre le Japon à fond, quoi. Le japonais à fond. Bref, c'est la grosse douche froide, hein. C'était un peu l'ascenseur émotionnel parce qu'avant j'étais là en train de me dire putain, je peux peut-être. Puis quelques heures après, c'est genre ah ben en fait je suis méga loin, j'ai pas du tout l'argent pour le projet, c'est pas possible, ça va pas marcher quoi. Du coup, bah, c'était vraiment une journée en mode déprime totale, le rêve impossible à toucher.
Bon, ah, on oublie, puis on continue son voyage, on kiffe, hein, parce que ça devait être au milieu du voyage. Je reprends mon kiff, voilà, une journée un peu triste, puis après, voilà, on passe à autre chose. Je rentre déprimé, alors pas à cause de ça, mais juste parce que je rentre du Japon, et puis bah vous connaissez, hein, pour les gens qui sont fans du Japon, et puis qui rentrent en France, bah il y a toujours cette déprime de rentrée de vacances, puis déjà c'est rentrée de vacances, puis en plus du Japon. Donc là, je suis déprimé comme jamais. Je me souviens en plus d'une dernière nuit, une des dernières nuits à Tokyo. J'étais à la fenêtre de mon Airbnb en train d'observer la ville. J'étais dans un quartier assez calme, et dans le centre de Tokyo quand même, et dans un quartier assez calme, bourgeois. Je regardais la ville immense, regarder les lumières au loin, dans les buildings ou dans les petites ruelles là en dessous, les petites maisons. Le calme de la nuit à Tokyo, il devait être 2 heures du mat, tu vois, genre une fenêtre de building. Et je me souviens, là, j'étais très mélancolique, parce que je savais que j'allais partir et que je savais pas comment j'allais pouvoir revenir. Et je me souviens d'avoir pris mon téléphone et enregistré un mémo vocal où je me promettais à moi-même de me bouger le cul, de me bouger le cul pour venir ici. J'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir venir ici, ça me paraissait vraiment irréalisable. J'avais aucune solution viable, sachant que je suis pas un aventurier qui part à l'arrache et voilà, moi je suis quelqu'un qui prend pas trop de risques et qui essaye que tout soit cadré. Donc du coup, ça me paraissait vraiment pas possible, quoi. Mais je me disais à haute voix, je parlais vraiment à moi-même avec haute voix, hein, ça peut faire un peu fou, mais c'était le cas. Je me disais sincèrement, mec, faut que je vive ici. C'est ici mon chez moi, je peux pas passer à côté de ça, je sais pas comment. Ça sera peut-être pas possible, mais il faut que j'essaye, faut que je trouve un truc, faut que tu passes du temps pour ça, faut que tu arrives à trouver une solution. Même si c'est long, il faut que tu essayes. Je pense qu'à l'époque, je devais avoir la larme à l'œil, hein, je m'en souviens plus très bien. Je me souviens un peu de cette fenêtre, je me souviens de la vue, je me souviens d'enregistrer, je me souviens un peu de ce moment un peu émotion, mais je me souviens pas exactement si j'étais en mode genre petite larme à l'œil, petite genre émotion, trop d'émotion. Je me parlais à moi-même à la fenêtre de ce building dans un étage élevé, dans un quartier, comme je vous dis, un peu bourgeois résidentiel. Puis l'avion, le retour, et puis bah, la déprime, hein, ce sentiment de pas être où on devrait être, que tout est de la merde. Voilà, un ras-le-bol de mon taf, de ma vie en général, etc. Bref, la vie c'est de la merde. Ça dure quelques semaines, mais moins d'un mois. Parce que entre temps, j'avais prévu des vacances avec des amis. Alors, c'était franchement un bon moment pour moi, car après 2 mois au Japon, je me suis fait, il y avait beaucoup de comment ça s'appelle. J'avais encore pas mal de vacances à prendre, et puis il y avait beaucoup de ponts à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, il y avait vraiment énormément de ponts. Et du coup, j'en avais profité pour faire en fait un genre de. En fait, c'était prévu avant, mais c'était un genre de sortie d'adieu avec mes meilleurs potes, où j'ai fait 3 vacances avec 3 de mes meilleurs potes, chacun différent. Et du coup, c'est vrai que sans le vouloir, parce que c'était prévu avant, c'était un peu une sortie d'adieu, parce que juste après, ou à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, bah si, je pouvais essayer une aventure au Japon. Donc voilà, je me suis fait, voilà, en 2 mois, je me suis fait une visite de chez un de mes meilleurs potes qui lui avait émigré à Édimbourg. Donc lui, il avait fait un peu la même chose que moi, mais juste un peu avant. Ça faisait un an qu'il était à Édimbourg, ou 6 mois, je sais plus. Je me suis fait un petit week-end de 3 jours donc, chez lui. Après, j'avais fait 3 jours à Lisbonne avec une ex qui était devenue une très bonne amie. Puis 4 jours à Copenhague avec mon meilleur pote. Sa femme et sa fille qui devaient venir, mais j'ai eu la chance, enfin, entre guillemets, hein, que sa fille tombe malade et que sa femme décide de rester parce que bah, c'était le cadeau d'anniversaire que j'avais fait pour mon pote. Donc bah voilà, c'est pas mon pote qui allait dire bah, tiens, je garde la fille, puis tu t'as qu'à partir avec ma femme. C'était pas très logique. Alors attention, ne partez pas dans un truc, ah oui, encore un homme qui a pas profité. Non, parce que mon pote il s'occupe de sa fille comme aucun de vous, je pense, s'occupe de sa fille. Donc je ne laisserai pas permettre de dire ça. Mais voilà, là, c'était son cadeau d'anniversaire. Et puis, bah, effectivement, elle est tombée malade pile poil au bon moment. Il aurait pu tout annuler, mais c'est vrai que c'était un peu dommage. Donc il est parti. Puis en plus, il pensait peut-être nous rejoindre. Si sa fille allait mieux, sa femme pensait peut-être nous rejoindre après. Puis finalement, ils ne nous ont pas rejoints. Et donc bah, pour moi, c'était un peu parfait d'un point de vue égoïste. Parce que du coup, on s'est resté entre couilles, hein, comme on dit, avec mon meilleur pote. Et pour moi, c'était bah, tout bénef, hein, forcément. Hein, même si son ex-femme était très cool, parce que c'est son ex-femme maintenant. Mais bon, voyager avec un enfant qui était vraiment petit. En plus, à l'époque, elle était petite. C'était pas forcément mon voyage idéal que j'avais prévu pour un voyage avec un pote, quoi. Bref. À un retour, bah, je rentre début mai, encore une fois, de ce voyage, et jusqu'à fin juin de mémoire, en gros c'était ça, j'avais cette période de vacances, et pendant cette période-là, première semaine qui passe, au mois de mai, grosse déprime, hein, donc, et puis je refais mes calculs, je sais pas pourquoi, je refais mes calculs, et où c'est né les calculs qui étaient vraiment pas bons, puis là je les reprends. Donc je repose les dépenses de combien j'aurais besoin. Voilà, je me dis dans les 60 000 euros pour faire 2 ans d'études, ça serait pas mal. Je pense que voilà, vivre avec 30 000 euros dans l'année, c'est 20 000 euros en gros de vie pour payer un loyer, etc. Ce qui est beaucoup pour certains, hein, pour des gens qui vivent chichement. Mais moi qui avais déjà 30 et quelques années, je voulais pas vivre dans un 5 mètres carrés, je voulais pas manger des. Je voulais profiter du Japon, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je voulais quand même profiter du Japon. Je voulais pas travailler non plus, ou alors travailler juste pour pas niquer toutes mes économies, mais me dire au moins je suis sûr d'avoir les économies, même si je travaille pas, je peux rester 2 ans au Japon et revenir en France après. Donc voilà, j'avais prévu quand même de faire un petit boulot la deuxième année, mais je pouvais, pour éviter de cracher toutes mes économies. Mais bon, les 60, bah, je les avais clairement pas, hein. Je revenais du Japon, mon voyage m'avait coûté 9 000 euros, je m'étais fait vraiment plaisir sur 2 mois. Il me reste moins de 10 000 balles sur mon compte, genre, bah, je sais pas, 7 000 euros ou 6 000 euros, je sais pas.
Donc ça va être une éternité pour économiser et avoir 60 000 euros, donc de quoi abandonner. Mais je refais quand même les calculs, parce que je me dis, allez, ça coûte rien de prendre un peu de temps et de faire ces calculs. Et si, voilà, donc je refais les calculs, toujours et encore, et là je me dis, ok, si je sors pas et que j'achète aucune connerie, pas de resto, en mode serrage vraiment de ceinture, finet ciné, les bars, les cartes de cinéma UGC, les mangas, les petits cadeaux à la con, les week-ends, même si j'en faisais pas souvent, etc. Puis on fait attention à ce qu'on achète pour bouffer, voilà, on est vraiment en mode économie, je me dis, regarde, en regardant bien, en enlevant des abonnements, machin et tout, je peux économiser, en me serrant vraiment la ceinture, 1000 euros. Alors j'ai une vie de merde, hein, je fais rien, j'ai pas de loisirs, j'ai que dalle, hein, mais je peux économiser 1000 euros chaque mois. Donc en un an, techniquement, j'arrive à 12 000 euros. Ok, c'est pas mal. Bon, ok, là on doit être à 12 000 plus 6-7 000, on n'est pas loin des 20 000. Ok, mais bon, encore loin des 60. Et si je vends mes affaires? Bah ouais, parce que de toute façon, je vais vivre au Japon, puis mon but c'est d'immigrer là-bas, donc je vais pas garder mes affaires. Si je vends toutes mes affaires, je vends ma télé, mon canapé, ma collection de mangas, ma collection de figurines. Ma collection de figurines, c'était genre 5 000 euros déjà de récupérer. Voilà, je vends tous ces trucs-là. Je peux peut-être me faire dans les 15 000 euros. Ok, c'est pas mal, on est à 35, mais mon 35 c'est à peine la moitié. On est encore très très loin quoi. Si je pars au Japon, je peux peut-être négocier aussi mon licenciement. Ça fait 15 ans que je suis dans la même boîte, j'aurai une petite prime. Si je prends pas mes vacances en plus, donc j'ai pas pris mes vacances pendant un an, mes RTT, etc., je peux me les faire payer, plus une petite prime d'ancienneté. Bon, ok, je peux peut-être récupérer, je sais pas moi, 10K, 15K, ou un truc comme ça, avec une prime de licenciement, plus, voilà, je dis, bah, les primes, j'ai pas eu une grosse prime, hein, mais ça, plus les vacances, etc., je peux peut-être avoir un petit peu d'argent. Donc ok, j'étais à 35 plus 15, donc tu te retrouves vers les 50. Ah ouais, là on est pas mal, parce que 50 c'est plus si loin que ça. Mais encore une fois, c'est pas assez pour être sécure. Puis un ami qui me dit, mais pourquoi tu tentes pas le chômage? Tu bosses depuis 20 ans, t'as jamais été au chômage, bah monte ton auto-entreprise, parfois on peut toucher une partie voilà, en cash en montant son auto-entreprise. À l'époque, maintenant je crois que ça marche plus comme ça. Je me renseigne, certains me conseillent de faire ça, puis il y en a d'autres qui me disent de prendre la moitié en cash, hein. Puis il y en a d'autres qui me disent ah mais non mais reste au chômage pendant 2 ans, comme ça pendant 2 ans t'as un salaire au chômage, c'est cool, c'est pendant tes 2 années de trucs, donc c'est parfait, tu vois, c'est comme si t'avais un salaire, un plus petit salaire forcément au chômage, mais tu t'en fous, etc. Moi j'avoue, je trouve pas ça très honnête, donc moi je voulais faire un truc je voulais que ça soit légal, encore je vous dis je suis pas un aventurier et tout, donc je voulais faire un truc, que ça soit peut-être bénéfique, mais que ça soit légal, que j'ai le droit de le faire. Donc je me renseigne, forcément pour l'entreprise, est-ce que c'est possible de faire ça en étant étudiant, en faisant ça en étant étudiant à l'étranger? Bien sûr, personne n'a d'infos, personne ne sait vraiment, parce que c'est un cas vraiment très spécifique de dire ok, je vais être en auto-entreprise, je vais prendre du cash, je vais monter ma boîte, donc je prends juste la moitié, puis l'autre moitié du coup je peux pas l'utiliser, elle est gardée en tant que chômage. Ah, c'est pas tout à fait la moitié parce que vous êtes imposé aussi hein, sur votre argent du chômage si vous faites ça. Donc c'est pas tout à fait la moitié de votre argent d'un an de chômage en gros, mais vous récupérez l'équivalent d'un an de chômage, moins des taxes. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de faire ça en étant étudiant? Parce que je serai étudiant à l'étranger, donc ça veut dire que je serai auto-entrepreneur, mais je serai à l'étranger. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Voilà, est-ce que ça fonctionne? Puis il y avait un troisième truc, je sais plus ce que c'était, mais cette situation était tellement spécifique. Puis à l'époque, les gens bougeaient pas trop, donc c'était genre, enfin, bougeaient pas trop. Ouais, il n'y avait pas les digital nomades et tout ça, donc je pense que c'était vraiment difficile pour avoir des infos. Et donc quand même, parce que je suis quelqu'un de débrouillard, j'arrive à être en contact avec quelqu'un qui travaille, bah, en gros, à Pôle Emploi et qui travaille au siège de Pôle Emploi, puis qui est responsable de l'immigration, dans la partie immigration. Donc du coup, c'est quelqu'un de très bien placé, puis qui connaît son sujet a priori, parce que bah, c'est lui qui gère cette partie-là, quoi. Pour la France entière, il gère la partie immigration, etc. Alors, il gère pas tout seul, hein, mais en tout cas, il était bien placé pour répondre. Il connaissait son sujet, contrairement à Robert, que tu vas voir à Pôle Emploi, puis souvent, qui sait pas grand-chose, puis qui sont pas forcément très doués. Alors, désolé, hein, il y a sûrement des gens qui sont très bons à Pôle Emploi, mais moi, les rares fois où j'ai vu des mecs de Pôle Emploi, waouh, c'était dur, hein, c'était vraiment dur. Et du coup, bon bah là, du coup, je peux parler à ce mec-là, je lui explique ma situation, il me dit oui, que c'est possible, c'est légal. Par contre, il me dit ne le dis pas, me dis pas le dis pas à ton conseiller Pôle Emploi parce qu'il va rien comprendre, et il va te le refuser. Il va rien comprendre au truc, il va dire ah bah non, vous partez à l'étranger, c'est mal, etc. Donc il va dire n'en parle pas. Ouvre juste ton entreprise comme si tu étais en France, puis de toute façon après t'as plus de contact, t'as pas de rendez-vous à faire avec ton truc. Alors tu touches pas tout en cash, tu touches en cash pendant les 3 premiers mois ou 6 mois, puis au bout de 6 mois, tu peux demander la deuxième version. Je sais plus ce que ça, faut que tu valides que tu es toujours en auto-entreprise, etc. Et c'était comme ça à l'époque, hein, ça doit plus marcher comme ça, donc prenez pas pour argent comptant. Mais bref, donc il me dit que c'est possible, que c'est légal, mais qu'il faut pas que j'en parle à mon conseiller, qu'il connaîtra rien et donc il fera capoter le projet, donc surtout pas en parler. Donc là, bah, du coup, je fais le calcul aussi. Si j'ouvre mon entreprise et que je prends cet argent-là, au résultat, je récupère 16K. Et donc, total des courses, j'arrive à 66K. Alors, je vous dis des chiffres, c'était peut-être pas ça, hein, peut-être que j'étais à 70, peut-être que j'étais à 65. Mais bon, en gros, 66K, le compte est bon. Et en plus, je garde une année de chômage au cas où si ça marche pas, ou si mon projet au Japon marche pas et que je dois rentrer en France bredouille, ou brecouille, comme on dit dans le bouchonnois, à rechercher du boulot.
Ah, bien sûr, les chiffres, je les ai eu après, j'ai pas eu les chiffres officiels tout de suite, donc il y avait un peu de stress, c'était un calcul hypothétique, puis bon, finalement, tout c'est parce que je savais pas si j'allais vendre pour 15 000 K, je savais pas combien de primes j'allais avoir, etc. Donc c'était des calculs un peu hypothétiques. Ou s'ils allaient être OK pour me faire un licenciement économique aussi, c'est pas genre, je n'étais pas obligé de démissionner, donc d'avoir du chômage, etc., etc. Donc voilà, j'étais obligé de négocier tout ça. Donc c'était hypothétique. Mais en moins d'un mois, je me retrouve à valider mon projet au Japon pour partir étudier au Japon pendant 2 ans, pour me donner la possibilité de lancer cette aventure. Alors dit comme ça, c'est cool, mais en vrai, c'était totalement effrayant. J'avais 37 ans, j'allais quitter un boulot où je suis depuis 15 ans, sans savoir ce qui allait se passer. Si dans 2 ans, j'allais me retrouver au chômage, sans un sou, à devoir commencer à zéro. Spoiler alert, ça a été le cas, hein. C'est ce qui s'est passé. Mais bref, c'est pour ça que j'avais pris aussi les précautions avant de partir, que j'avais gardé cette année de chômage. Je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu cette année de chômage et juste l'argent, ou je serais peut-être rentré avant, j'aurais fait quelque chose de différent. J'avais demandé à mon meilleur pote aussi de me dire voilà, je te demande rien, je veux pas d'argent. Il y avait des gens qui m'avaient dit ah tiens, si t'as besoin un peu d'argent, je peux t'en prêter, etc. J'ai dit non, 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 moi je veux juste que si je me retrouve dans la merde après les 2 ans, que je puisse crécher chez des potes le temps de me refaire. Voilà, c'était juste ça. Je veux dire gardez votre argent, faites les trucs, je veux pas d'aide pour quoi que ce soit. Je veux juste voilà, que s'il y a un problème, pouvoir me retourner et pouvoir crécher chez un pote tranquillou sans que ça soit le stress. Donc bref, je vais vendre toutes mes affaires, plus de souvenirs, plus de conneries, plus rien, juste 2 valises, avec le minimum nécessaire. Je vais quitter mes potes, me retrouver tout seul dans un pays totalement inconnu, avec un projet bancal. Car oui, faire 2 ans de japonais pour un mec qui est nul en langue, il y a zéro garantie de trouver un bon boulot et un working visa. Voilà, clairement, c'était vraiment, déjà dès le départ, je savais que c'était un peu bancal. Mais pour une fois, je me suis donné un gros coup de pied au cul, parce que pour une fois, il y avait un truc que je voulais vraiment. Sur le moment, et même maintenant, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. Mais parfois, je prends un peu de recul et je me mets un peu de côté de ma vie, quoi. Je m'essaie de sortir de mon âme et de regarder un petit peu où j'en suis. Et puis bon, j'ai discuté avec des gens et je me rends compte que c'était pas si ordinaire que ça, ce que j'ai fait. Alors loin de moi de me lancer des louanges et de dire que je suis super, je suis Top Gun gars, cool, aventureux, etc. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien de génialissime à toute cette histoire. Mais quand même, c'est pas anodin. Surtout qu'à la base, je suis plutôt un gars tranquille. J'étais un mec qui était pas sortir de chez lui étant gosse, qui préférait jouer à la NES et au Lego plutôt que jouer dehors avec les potes ou aller en balade avec les parents. Je faisais pas des grosses vacances partout. Moi, j'étais plutôt casanier. Voilà, je suis quelqu'un qui aime la sécurité. J'aime qu'on me fasse pas chier en fait, avoir ma vie tranquille. Et finalement, j'ai toujours eu une vie assez tranquille. Et puis c'est mon goal life, même au Japon, juste après, j'ai pas pris le parcours le plus simple pour y arriver, là, on va dire. J'ai chamboulé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai pris pas mal de risques pour ça, mais mon goal life, ça reste le même, c'est d'avoir une petite vie tranquille au Japon. Je vous en ai souvent parlé, mais j'étais un peu étonné de voir des gens de me dire waouh, c'est quelque chose, tu vois ce que t'as fait, c'est quand même extraordinaire ton parcours, franchement, tu t'es battu, bravo. Il y a des mecs qui m'ont dit ah, t'es un exemple pour moi. Moi, ça me paraît un peu con de dire ça comme ça, mais moi, ça me paraît quand même un peu aussi, c'est genre, alors, non, je suis pas un exemple du tout, quoi que ce soit, j'ai rien fait de foufou, quoi. Je suis pas parti sur Mars, je suis pas allé nager avec les requins ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'en étant honnête un peu avec moi-même, oui, c'est pas rien quand même ce que j'ai fait, par rapport en plus à la vie que j'avais avant. Bref, tout s'enchaîne très vite. Après 2 voyages de 3 mois au total, du coup, je vois pas comment je peux y aller à l'ascenseur émotionnel, mais en fait, si, je peux, voilà, jusqu'à poser ma dème pendant l'été de 2017, quand j'étais sûr que je pourrais financièrement gérer le truc. Tout s'enchaîne, la dème, ils sont ok, ils veulent bien me licencier économique. Ensuite, faut trouver une école, faut trouver une ville, faire des choix, passer sa vie sur le bon coin à vendre ses affaires, et c'est super relou ce moment-là. Préparer son départ du boulot, trouver un remplaçant, trouver le temps long jusqu'au 31 décembre, parce que ça fait 15 ans qu'on est dans la boîte, ça s'arrête, c'est pas les vacances là, qui commencent. Au contraire, après une fois que le boulot s'arrête, il reste 3 mois pour plein de trucs à valider l'entreprise, le chômage, puis c'est un peu de stress, parce que parfois, je dis, le chômage, ils comprennent rien, il y a des délais que tu n'avais pas prévus, etc. Finir de vendre toutes les affaires, rendre l'appartement, trouver un appartement au Japon, finaliser la procédure de visa. Je prends un peu de temps quand même au début pour jouer à Assassin's Creed, je me rappelle encore, Assassin's Creed Odyssey, c'était genre le tout début, le 1er janvier, où je me dis, allez, je me fais une semaine de vacances, où je glande, je fais rien. C'était un détail, mais ça me revient tranquillement maintenant là, dans ce début de la liberté. Parce que oui, les 3 ans qui ont suivi n'ont pas été simples non plus, mais ça a été un sentiment de liberté totale. Pas de travail, pas d'obligation. Le temps de voir venir un peu, en tout cas au début, de l'aventure. Bref, les 3 mois passent vite et arrive avril et mon départ pour le Japon. Pas vraiment de temps de réaliser, de stresser, parce qu'il y a tellement de choses à faire que t'as pas la tête à ça. Il va falloir aussi, comme je vous le dis, découper le podcast, parce que du coup, on va pas pouvoir continuer. Là, vous avez vu, on vient à peine de partir au Japon. C'est quand même, on va dire, les 3 premières années, on va dire.
Et donc, je me retrouve à l'aéroport, il y a mon meilleur pote qui m'accompagne, je réalise pas trop, il pleure, il est ému. Je suis un peu comme son petit frère, hein, je pense, et moi, c'est un peu comme mon grand frère, j'ai toujours considéré plus comme ma famille que ma vraie famille, en quelque sorte. On joue un peu les bonhommes, il s'attarde pas, il sent qu'il va craquer, et puis bah, ça tombe bien parce que j'ai pas envie non plus qu'il reste pour les mêmes raisons. Je passe la douane, il m'a filé une enveloppe, je l'ouvre, il y a des petits mots, des BD faits par des potes, pas plein de potes, hein, mais juste par les plus importants d'époque qui m'ont écrit des petits mots ou fait des BD. Ça me met à larme à l'œil, et j'attends dans mon fauteuil de la salle d'attente dans l'aéroport. Et là, je réalise. Je réalise que je suis en train de faire un truc de fou. Pas un exploit pour l'humanité, hein, non, mais un truc de fou pour ma vie. Ma vie tient dans 2 valises maintenant. J'ai plus rien, j'ai plus que ça, j'ai plus de chez moi. J'ai pas de clé de maison à ce moment-là. Et dans quelques heures, je vais courir à travers Kyoto avec 2 valises pour récupérer la clé d'un nouvel appartement, d'une nouvelle vie. Et juste à temps, hein, quelques heures avant la fermeture, parce que le lendemain c'est férié et que la personne mon agent immobilier doit me voir absolument, donc on se voit à 7 heures, etc. Je vais devoir parler anglais, avec un anglais qui est vraiment mauvais, qui est vraiment nul, qui est vraiment... J'avais 2 de moyenne à la fac, hein, c'est pour vous dire, hein, quand je vous dis que je suis nul en langue. Je dois faire un état des lieux, à moitié en japonais, à moitié en panique, tout acheter, tout aménager dans un appartement qui est vide, mais ça on en reparlera dans la suite. Puis je vais retourner à l'école, 20 ans après la fin de mes études. Je sais pas, voilà, il y a trop de choses dans ma tête, trop de choses en route, je suis encore à l'aéroport, je suis assis sur cette sur cette chaise dans la salle d'attente, et puis je décide de lancer une chanson sur mon iPhone, Space Oddity de David Bowie. 10. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un astronaute qui parle à sa base, et petit à petit, il lâche le contrôle. 9. Il devient spectateur de son propre isolement, perdu dans la beauté et dans le vide de l'espace. 8. Je me suis dit que c'était la chanson parfaite pour dire au revoir à mon ancienne vie finalement. 7. Et me laisser happer par l'inconnu, tout simplement. 6. Me libérer, me lancer, changer de trajectoire, vraiment un gros changement de trajectoire dans ma vie. 5. Je ressens un mélange fou, une excitation, la tristesse, de la joie. Je sais même pas pourquoi j'ai lancé cette chanson à ce moment-là, parce que c'est pas une de mes chansons, phares préférées. David Bowie j'aime bien, mais c'est pas non plus, mon artiste. 4. Mais ça collait parfaitement, le sentiment d'aventure, le sentiment un peu de folie douce, de lâcher un monde qu'on comprend plus et de se perdre un petit peu. 3. Mais bon, se perdre en sachant quand même où on va dans un endroit vraiment qui nous touche au cœur. 2. L'embarquement commence, je laisse la chanson tourner, encore et encore. 1. Décollage, ceinture attachée, et là... Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you... Et la suite, c'est le bilan dans le prochain épisode. Matane! 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行をそれらを